Voilà, donc on y va. Là, je mets les lunettes de plongée. Donc, alors, c'est là le truc, c'est que je veux pas, tu vois, c'est que je dois cliquer sur l'ordi, ça devient. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, j'espère que c'est rentré. Moi, je pense qu'il est, ouais, il est là. Ok. Donc, on y va. Donc, on est donc à Moutchin Lamed, dans la page 330, vers Agola, vers 6, chapitre 16. Donc, on va la voir. Donc, je pense que c'est Toim. Donc, c'est simplement une erreur de frappe, à mon avis, qu'on a dans notre maral. Je pense, c'est un souffle de Toim, j'imagine, au tir Toim, je ne sais pas, ça voudrait dire ça veut dire d'erreur ou quelque chose comme ça, parce que Oim, je pense que ça veut rien dire. Je pense que c'est un truc, ça veut dire normalement, la seule racine que je verrais, c'est que c'est quand un bébé il fait areux, areux. Il y en a, ça veut dire, je sais qu'il y a des textes, on appelle ça oim. Tu vois, c'est faire des balbutiements, voilà. Mais encore, je vais pas chercher ça maintenant. Moi, à mon avis, je pense que c'est plus une faute de frappe. Mais bon. Tu vois, donc oim takudzaïn, viser les chenaux. Donc, c'est ça ce qu'il dit. Mina marim chez Titbonen, donc dans les passages que tu vas regarder, et yotam lomi kabbalah keduma, qui ne sont pas en fait une tradition ancienne, veloshem muchachim minakatuv, et tous ceux qui ne sont pas en fait déduits de versets. Adapté ben Soharu Moré. Donc nous on n'a pas le texte, donc est-ce que lui le ramène? Ok, donc dans la note 1120 il la ramène, donc je vais lire parce que sinon. Donc, parce que là, on a des phrases coupées. Donc, c'est vrai que je lis dans la première note de la page chez nous, quoi. Mina Marim, donc, j'ai dit Bonen, c'est-à-dire dans les chapitres que tu vas regarder. Et Yotam Lo Mikabala Kduma, qui ne sont pas des traditions anciennes. Velo Shem Zal et Minu Muchachim Minakatuv. Et que les auteurs eux-mêmes, ils les ont pas crus comme étant, on va dire, nécessairement déduits du verset. Uzeshama Lecha, et c'est ça ce que je vais te dire. Mais Orkeu, et souviens-toi-en, et Tachlit Asher, Titaneg. Titaneg. Ça veut dire, et souviens-toi-en pour un but que, je ne sais pas, Titaneg. Toi, qu'est-ce que tu as dans ton livre, toi, Titaneg? Dans la deuxième ligne, l'avant-dernier mot de la ligne de la moi j'ai Titaneg. Mais ok, non, Tidaen, je sais pas. Encore ici, j'ai aussi une faute de frappe dans mon livre où j'ai un truc bizarre. J'ai une sorte de tache d'encre, donc je ne sais pas. Parce que, tu vois, ça serait dans la note, je suis en train de dire la note 1120 dans la deuxième ligne des notes. Toi, tu as quelque chose, toi, Thierry, tu as une écriture. Tu vois l'avant-dernier mot de la ligne, qu'est-ce que tu dis? TDANL. Je sais pas. J'en sais rien. C'est pas mes lunettes. Là j'ai les lunettes et je n'arrive pas à lire. C'est Tav, je veux dire les lettres, c'est Tav, Dalet, Aïn, Nun, Nun. Ça veut rien dire. Ok. Le type je pense, comment j'entends mettre en mute? C'est un double, c'est le Rachetevot, enfin, c'est le double psych, là. Ah, ouais, à la fin, ouais, après le Nun. Ouais. Oh, c'est un vav, c'est un vav, ouais, la dernière, c'est un vav. Ok, parce que moi j'avais une tâche d'encre, ok. Acharot Tedaino, ok, donc là ça fait sens. Mais souviens-toi pour un but que tu vas savoir. Ok, donc bref, donc on va voir. Donc ok, peu importe, ça ne va pas ramener grand-chose. Grosso modo, ça voudrait dire, la seule chose qu'il a rajouté dans la note, dans le texte original, a priori, c'est que c'est-à-dire que le Mrebina, quoi, le Ri des Rossi, le Ravazana des Rossi, il veut dire que même les auteurs, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Contrairement, ça veut dire, ils ont dit ça d'une manière comme ça. Ça veut dire, c'était, je sais, tu vois, c'est comme, je sais pas comment dire, c'est des théories, c'est simplement jeter des choses, tu vois, ils jettent des idées, jeter, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est comme quelqu'un quand tu fais du brainstorming à l'époque, je sais pas si ça se fait encore dans les boîtes, quand tu faisais du brainstorming où chacun dit n'importe quoi et on jette, et puis après on trie. En fait, tu vois, c'est un peu ça ce qui veut dire le Mari Madoumim, il veut dire en fait que les auteurs du Talmud, en fait, ils jetaient des idées, c'était pour faire du brainstorming, et toi, en fait, tu fais ce que tu veux avec. Si ça te paraît des âneries, eh ben, c'est des âneries. Si ça te parle, eh ben, ça te parle. C'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est un truc comme ça. C'est ce qu'il dit, parce que ce qu'il n'a pas ramené le Maral, tu vois, ce qu'il a rajouté par rapport au texte du Maral, c'est-à-dire quand tu regardes le texte original, ça veut dire Velo Shem, c'est la phrase Velo Shem Zal et Minum Mukrachim. Tu vois, c'est-à-dire que le Maral, il a enlevé cette préposition. Ça veut dire que dans le Mrebina, il est marqué qu'eux-mêmes, ils n'y croyaient pas.
Eux-mêmes, ils les pensaient pas. Ça veut dire les rabbanim, les auteurs de la Gemara, quand ils ont dit ces drachot, ils les prenaient pas eux-mêmes au sérieux. C'était en fait des sortes voilà, de jets comme ça que tu prends, tu fais ce que tu veux avec. Si tu les veux, si ça te parle, construis avec. Si ça te parle pas, laisse tomber. Et ça, c'est vrai que dans le, comment dire, dans la lettre originale, que moi je me rappelle, que encore une fois, j'ai pas recherché aussi à fond, mais j'avais que le Menorah Tamor, il ramène donc la lettre du fameux Rav Shiraï Gaon, je crois, qui dit, c'est à peu près ça ce qu'il dit aussi. Il dit que quand il parle sur les Haggadot du Talmud, il dit, ouais, en fait, Rabbi Akiva, par exemple, quand il a dit que le Mekoshesh Etzim, c'était Tselofrad, c'est pas quelque chose qu'il peut, lui-même, il pouvait pas savoir que c'était vrai. Ça veut dire, donc, en fait, pourquoi il a dit? C'est parce qu'il voulait dire, en fait, peut-être que ça serait, c'est une, comment dire, une intuition, quelque chose comme ça, et il le dit au cas où quelqu'un, en fait, il va construire par rapport à ça, mais c'est lui ce qu'il veut dire, faut pas essayer de le prouver, à savoir si c'est vrai ou c'est faux, faire des déductions. Tu vois, c'est des idées qu'ils ont jetées pour, en fait, tu vois, ça veut dire pour donner de l'inspiration aux gens, si ça leur en donne, mais sinon, non, quoi. Ça serait ça un peu l'idée qu'en tous les cas, ça veut dire dans la lettre d'Archeragon, moi, c'est aussi la lecture que j'avais eue de ce qu'il voulait dire. Et c'est à peu près ça ce qu'il dit ici aussi, quoi, à peu près. Le Maharal, il a enlevé, quand il a cité, il a enlevé l'idée que les auteurs eux-mêmes, ils croyaient pas en ce qu'ils disaient, tu vois. C'est-à-dire, pour lui, tu vois, c'est comme si, tu vois, lui, mais le Rav Azaria dit aussi, comme si lui venait critiquer, en fait, les auteurs du Talmud qui, eux, savaient, mais ça veut dire qu'ils ont dit des bêtises, tu vois. Tu vois, lui, si tu veux, il met en conflit le Rav Azaria de Rossi, le Mrebina avec le Talmud, alors que dans le Mrebina, c'est pas un conflit. Lui, il se met pas en position, on va dire, conflictuelle avec les auteurs du Talmud. Il dit simplement, les auteurs du Talmud eux-mêmes, ils n'avaient pas l'intention d'être très sérieux dans ces passages. Et c'était des passages qui étaient en fait, qui étaient là pour en fait stimuler en fait la créativité ou l'intuition des lecteurs. Mais c'est pas quelque chose qui doit être pris au mot, quoi. C'est ça tu vois, c'est différent, tu vois, tu vois, c'est un peu une sorte de, tu vois, je sais pas, tu vois, ça fait penser beaucoup à c'est moins frontal, mais c'est quand même. Ouais, c'est moins frontal, mais déjà, c'est vrai, c'est sûr que tu vas comprendre que le mari il a été choqué, mais au moins ça veut dire c'est beaucoup moins choquant et c'est beaucoup plus défendable, tu vois, que tu vois, ça veut dire que de dire ça, c'est-à-dire, tu vois, ça, moi, c'est un peu, il trahit la pensée. Moi, ça me fait penser, quand je dis ça, honnêtement, ça me fait penser quand Rembrandt, tu vois, il a commencé à dire sur l'homosexualité, c'est la même chose, tu vois, c'était de dire, ouais, en fait, on déforme, tu vois, tu déformes d'abord ce que l'autre dit, comme ça, tu peux vraiment l'attaquer, et puis après, tu tapes dessus. Tu vois, alors tu vois, c'est une manière un peu, tu vois, c'est pas très honnête intellectuellement de faire ça, tu vois. Tu vois, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est tout. Les attaques, elles auraient été moins fortes s'il avait cité le texte en entier, tu vois, c'est pour ça. Tu vois, tu vois, il cite et puis il tronque et puis après ça, tu vois, il attaque, tu vois, c'est pas GG, quoi. Mais bon, regarde. Ça veut dire, après, oui, c'est comme Abraham, c'est la même chose parce qu'il a tellement été choqué par le truc que tu vois, il est pas, ça veut dire, voilà, il travaillait plus avec son cerveau rationnel à 100%, quoi. Donc, c'est pour ça, tu vois, ça s'excuse, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, ça s'appelle les préjugés, ça, en fait. D'accord, ok. Il a jugé avant, après il parle. Donc, ok, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça, tu vois, ça fait une grosse différence, tu vois, si tu dis, ouais, en fait, il pensait que les auteurs du Talmud, ils sont trompés, et dire, non, lui, il dit dans le texte que les auteurs du Talmud, ils ne voulaient pas qu'on prenne les textes au sérieux parce que c'était, en fait, des choses qui étaient, en fait, simplement jetées, qui n'ont pas été créées avec le même professionnalisme, si tu veux, qui n'ont pas vocation à avoir la même, comment dire, la même crédibilité que les autres passages du Talmud. Et tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire pour lui, c'est tout, c'est pas la même chose. On va voir ces arguments qu'il va dire. Enfin voilà, j'avance, tu vois, c'est tout. Donc j'avance. Donc il dit Ad beperek ben Soher Moré, donc comme dans le Perek ben Soher Moré, Dorat Harishonim Ayumoledim Benesh Shanim. Donc ça, c'est la Gemara donc dans Sanhedrin qui dit que les gens, ils avaient des enfants dès l'âge de 8 ans. Et ça veut dire la Gemara le prouve, comme je vous ai dit, avec l'histoire de Bethsavé, qu'a priori, quand David il a eu des relations avec elle, elle avait 7 ans. Et ça veut dire, si on fait les calculs, et elle est tombée enceinte, puisqu'en plus, elle a fait une fausse couche. Et après ça, la deuxième, c'était Shlomo. Donc, en tout cas, elle a fait une fausse couche à l'âge de 8 ans. Quoi. Donc, tu vois, donc ok, donc ça c'est le passage de la Gemara que tu vois qu'il cite. Lui il cite, il dit Allo aya kavanatam lomar sheko harishonim aya rav. Donc lui il veut dire donc le Rav Madumim,
Donc lui, il veut dire qu'il ne faut pas prendre ça au mot. Ça ne veut pas dire vraiment que dans les générations d'avant, ils avaient des enfants à 8 ans. Alors, il y a Kavanatam Lomar, donc lui, il dit qu'il faut interpréter ce que la Gemara voulait dire comme, comme quelque chose d'imagé, comme quelque chose comme une parabole. Il y a Kavanatam Lomar, chez Kor Harishonim Ayarav, c'est-à-dire que les anciens, ils avaient donc, ils étaient plus intelligents, ils avaient une grande force. Mais Tivam Chazak Metivenu, et c'est-à-dire que comment dire, leur nature, elle était plus grande, meilleure que notre nature. Donc, donc ça, c'est la fin de la phrase, de la citation du Rav Azaria des Rossi. Ok. Donc, je pense, tu vois, lui, il cite que la Gemara là-bas, elle a apporté une preuve de Ben Salel, Ben Uri, Ben Chour. C'est-à-dire aussi que dans Ben Salel, Ben Uri, Ben Chour, là-bas, la Gemara fait un calcul comme quoi, en réalité, ils pouvaient avoir des enfants à 8 ans. Ok, donc ça, c'est ce que lui, il explique la Gemara comme ça. Et là, encore une fois, ça ne tient pas vraiment avec ce qu'il a dit au début de sa phrase, parce que là, la Gemara, elle prouve des versets, hein, ce n'est pas quelque chose qu'elle dit sans le prouver. Ça veut dire la Gemara, elle le prouve parce qu'elle n'a pas le choix. Quand elle fait le calcul des générations, elle voit qu'elle peut le justifier que si jamais ils avaient, par exemple, dans le cas de Bethsaël, on peut regarder, même si vous voulez la Gemara, mais c'est quand la Gemara, elle cite Bethsaël, Ben Uri, Ben Chour, tu vois, ça veut dire, elle ne sait pas qu'elle le dise sans le prouver des versets. Lui, il a dit qu'il critiquait en fait les passages de la Gemara qu'on ne prouvait pas des versets. Mais ça, tu vois, ici, si on prouve des versets, hein, je vais ramener la Gemara. C'est que je suis un peu lent, hein, mais je m'en fiche, tu vois, d'une certaine manière. Si on regarde Saïdine 69, c'est ça. 69b. Je vais faire un. Ta mère tête à mot de bête. Ouais, je vois. Une seconde. Non, attends, je vais zoomer, n'aie pas peur. Maintenant. Ok, donc ça, c'est l'histoire de Betsavé. Ensuite, tu vas mettre la Gemara, j'imagine. Ok, je saute aussi tout ça, je suis désolé, parce que j'ai envie d'arriver à la conclusion. Voilà, la conclusion, elle est dans le paragraphe 18. Elle a Minalan. D'où est-ce qu'on sait qu'en fait, ils avaient des enfants très tôt, mais Achad ici, ou Betsalel, Ben Uri, Ben Chour, les Maté Yehuda. Donc après avoir fait plein de déductions avec Betsabé, avec plein d'autres histoires de Sarah et compagnie, la conclusion finale, elle est là, quoi. Betsalel, Ben Uri, Ben Chour, les Maté Yehuda. Donc on nous cite que donc, celui qui a fait le Mishkan s'appelait Betsalel, fils de Uri de Chour, du tribu de Juda, Octiv, Tamot Azuva, Eshet Kalev. Donc elle est morte. Donc ça c'est je pense c'est dans les chroniques, je pense qu'on nous dit ça. Donc la femme de Kalev, elle est morte. Karlok Kalev est Ephrat. Et donc ensuite Kalev, il a pris une deuxième femme qui était Ephrat, va télé d'être Chour. Et donc elle a donné naissance à Chour. Donc Ephrat, c'est la mère de Chour. Ok. Donc elle-même donc qu'elle a eu avec Kalev, Ben Yefune, quoi, celui qui a été envoyé comme explorateur. Donc, la Gemara demande qui avait Betsalel Mishkan par Kamaave. Et quel âge il avait Betsalel quand il a fait le Mishkan? Mars Pessar. Il avait 12 ans. Tu vois, donc adjectif, parce que le verset dit Ish melarto Hashem osim. Donc, il fallait au moins, il veut dire, Pessar, ça veut dire 13 ans. Moi, ça veut dire comment il était bar mitzvah, quoi, parce qu'il y a marqué que c'est des hommes. Ça veut dire qu'a priori, les mineurs, ils n'avaient pas le droit de faire le Mishkan. Donc, a priori, donc, ça veut dire qu'au moins, c'était comment dire, il avait la bar mitzvah. Parce qu'il est marqué Ish Mimlarto Hashem osim, les hommes de leur travail qu'ils faisaient. Betania, il a été en sens de Braïta, Shana Rishona Asa Moshe Mishkan. C'est la première année, Moshe il a fait le Mishkan. Shnia Eshki Mishkan. La deuxième, il a envoyé le Mishkan. Il a adressé le Mishkan et Ameshalach Ameraglim et il a envoyé les explorateurs. Ok.
Et ça, c'est un verset explicite qui nous dit que Caleb, il avait 40 ans quand il a été envoyé comme explorateur. Et à la fin, il meurt quand il a 180 ans. Pardon, il a 85 ans. Donc, quand il arrive en Israël, etc. Donc, quel âge il avait? Donc, quand il y a eu le Mishkan, le père donc, de Hur, ça veut dire le père de Hur, donc Caleb, il avait 40 ans. Dal Arbessar d'Abba Betzalel, donc enlève les 14 ans que Betzalel devait avoir, ou les 13 ans qu'il devait avoir pour faire le Mishkan. Bashleo Esrim Beshet, donc il ne reste plus que 26 ans. Donc, Dal Tartejne Diklat Tibouré, ça veut dire enlève, puisqu'il y a 3 générations. Il y a Betzalel, Baruchi, Ben Uri, Ben Hur. Donc, en fait, il y a eu. Donc, Caleb, c'est le père de. Donc, en 26 ans, il y a eu Uri et Hur qui sont nés. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 générations qui ont pu se passer en 26 ans. Donc, ça veut dire enlève, ça veut dire les 2 années que ça prend, ça veut dire d'être enceinte. Et je t'écarte de Kol Chad Vechad, donc pour arriver à ces 3 générations, quoi, tu fais le maths, j'en sais rien, tu arrives en fait à. 3 fois 8, 24. Ouais, 3 fois 8, 24, c'est ça. Donc voilà, donc tu arrives en fait que chaque femme, quoi, en fait, ça veut dire qu'ils avaient des enfants à 8 ans. Que ce soit. Oui, c'est les hommes, là, c'est pas les femmes. Oui, c'est les hommes, c'est sur les hommes. Attends, sur les hommes. Mais ce que je veux dire, pourquoi j'ai amené l'agma? Parce que je veux dire, tu vois, lui, au début de son paragraphe, il dit ce qui n'est pas prouvé des versets, etc. C'est pas prendre au mot, mais là, si tu veux, on voit bien que l'agma le prouve des versets, quoi. Tout ça, c'est prouvé mathématiquement. Ça veut dire que tous les versets sont existants. Quand on est dit, voilà, que Caleb avait dit qu'il avait 40 ans quand il a été envoyé en tant que Meragel, en tant qu'explorateur, qu'il avait 85 ans quand il est en Israël, et que tu vois qu'on ne peut pas avoir des mineurs qui travaillent dans le Mishkan, tout ça, donc il devait avoir au moins 13 ans, et qu'on compte 3 générations. Et c'est le verset qui dit que Ephrat, c'est la mère de Hur, et la femme de Caleb, c'est aussi marqué en fait dans un verset des Chroniques. Donc en fait, tu vois, les maths, ils sont, t'as pas d'autre manière de t'en sortir que de dire ça, quoi. Donc c'est pas, je crois que c'est pour ça ce que je veux dire, c'est que ça ne fit pas vraiment avec ce que lui il avait dit, le mari Doumim. Ça veut dire le Rav aussi dire oui, ce qui n'a pas été prouvé des versets. Alors ici, tu vois, c'est simplement comme là, on essaie vraiment d'interpréter les versets, quoi. C'est simplement une remarque, quoi. Tu vois, ça veut dire que j'en sais rien, tu vois, c'est tout, tu vois. Bref. Après ça, comme tu dis, si ça parle des mecs, c'est beaucoup moins étonnant qu'un enfant puisse avoir des enfants à 8 ans, quoi. C'est pas si impossible, quoi. Ça veut dire qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de cas. Hein. Je veux dire, si tu googles, j'imagine, et tu vas voir que si tu demandes quel âge, tu vois, quels sont les paternités les plus trucs, tu vas trouver j'imagine, tu vas trouver des cas, quoi. Enfin bref, en tous les cas, c'était rien que pour dire ça, c'était rien que pour dire qu'en fait, dans la Gemara, c'est pas, tu vois, ça rentre pas dans la catégorie, a priori. Moi, je m'attendais à ce qu'il allait commencer à expliquer des versets, tu vois, des drachot qui ne sont pas prouvés des versets. Alors ça, c'est une dracha, a priori, qui est, tu vois, que la Gemara a fait pour expliquer le verset. Donc, ok, donc après ça, donc sur ça, le Rav Azariah aussi il continue, il dit donc lui il dit que c'est une parabole, donc je vais enlever ça, je vais peut-être enlever les secondes. Ouais, ok, donc ça veut dire lui il dit que c'est une parabole, il dit que c'est une parabole, et il dit ensuite donc il dit donc lui il continue sur ça, il dit donc il veut dire c'est une parabole pour dire qu'ils étaient très forts physiquement à leur époque puisqu'ils pouvaient avoir des enfants à 8 ans. l'histoire. Donc, je lui dis, et c'est ce que l'Agma a voulu dire, c'est vraiment quelque chose qui est contre-productif, quoi. Pourquoi? Le Keshet Kemian et Fechet, et c'est comme un arc qui se retourne contre celui qui essaye de le tendre, qui m'y pourrait à Torah, parce que des histoires de la Torah, Kvar Idvaer, on voit clairement, Shamemer Léolide, que celui qui a des enfants, plutôt quelqu'un il a des enfants, Memer Lamout, il meurt plus rapidement. Et là-bas, c'est ce qu'il a allongé là-bas. Ok, tu vois, ça veut dire ce qui veut dire. Tu vois, donc ça veut dire, oui, c'est vrai que si tu regardes en fait dans la Genèse et tout ça, quand on parle des descendants d'Abraham, tu vois, de ceux qui donnent naissance, tu vois que plus, ça veut dire ceux qui sont avant la génération du Maboul, plus ils ont des enfants tard, plus en fait ils vivent longtemps, quoi. Ça veut dire, on voit ça veut dire, c'est sûr qu'il y a une corrélation entre la durée de la vie et la maturité sexuelle. Dans la Torah, ça veut dire dans la Genèse, quoi, ça veut dire, ouais, ok, tu vois, mais c'est pas à 100% vrai, quoi, il y a des exceptions. Même quand tu regardes dans la Torah, tu vois des exceptions, quoi. Tu vois, ça veut dire, bref,
tu vois des exceptions. Ça veut dire, et c'est pas une corrélation, bref, mais lui, c'est de là où il part, quoi. C'est si tu regardes la naissance, tu vois, quand tu regardes dans Bereshit, toutes les générations qui sont avant, tu vois, qui sont listées et qui vivent à peu près 1000 ans, tu vois qu'en fait, moins ils vivent longtemps, plus ils ont des enfants tôt, quoi. C'est tout. Mais bon, ok. Donc lui, il veut dire, donc je sais pas. Donc lui, il va interpréter de dire que voilà, la Gemara, elle est contre-productive en disant ça. C'est sa question. Ok. C'est un type de, j'en sais rien, honnêtement. Ça, c'est des manières de réfléchir de Valéchou. Hein. Tu vois, c'est vraiment, c'est quand tu fais les cours pour les Valéchou et que tu vois, c'est ce genre de questions que tu reçois des tout débutants, quoi. Tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, bref, tu vois. Ah, il doit 2 à 10, ok, j'en sais rien, tu vois. En général, tu vois quand quelqu'un aujourd'hui pose des questions comme ça, tu vois, c'est là où tu vois la force du rap, c'est d'essayer de botter en touche pour pas faire honte au mec qui a posé la question, tu vois, et d'essayer de, tu vas dire, ah oui, tu vois, truc, tu vois. Ok, alors on va voir ce que le Maral il dit, tu vois, c'est sûr que tu vois, c'est étonnant, si tu veux, voilà. Moi, ce qui m'a de ce petit passage-là qu'on voit du Imre Bina, du Rav Azariadeh aussi, moi, c'est l'incohérence, moi, qui me choque dans ce qu'il dit, quoi. Ça veut dire, il parle des choses qui ne sont pas prouvées par les versets, il ramène une histoire qui est rien prouvée par les versets. Après ça, tu vois, après ça, il fait une interprétation complètement, ça veut dire farfelu, tu vas dire, ah oui, pourquoi la Gemara elle parle de ça, qu'ils avaient des enfants à 8 ans, c'est pour nous dire qu'ils étaient très forts et tout ça. Et après, il pose une question en disant, ouais, on voit dans Bereshit qu'il y a une corrélation un peu entre l'âge de vous avez des enfants et le moment où ils mouraient. Alors, tu vois, donc qu'est-ce que la Gemara elle veut dire, tu vois? Tu vois, c'est hyper farfelu, hein, c'est complètement artistique, hein, c'est vraiment, ça part en live. Bon, bref, tu vois. Ça veut dire, donc, en tous les cas, donc, il dit, Hanen Varav, Hashem Bikulam, Kachat Rapor Bahem, Roche Velahana. Donc, il dit, ce sont ces paroles, et quand tu les retournes, tu vois, c'est Roche Velahana, ça veut dire, je sais pas, c'est du poison, on va dire, et de, voilà, quelque chose comme ça. Lahana, tu vois, c'est au Yesh Ben, Roche, pourrait, comment dire, Eshbahem Shoresh Pore Rosh Velahana, ça veut dire, c'est un pasouk à la fin dans Devarim, ça veut dire qu'il faudrait des orties et des ronces, c'est quelque chose qui est négatif, etc. Comme Kotsim Vetsninim, voilà, et des ronces et des épines, et Dat Torah Moshe, sur la loi de la Torah de Moshe, au Divrei Chachamim et dans les paroles des sages, d'où Yossé la Achirim, et il veut donner à manger, et un Rosh Velahana, ça veut dire ce poison, à l'aider Metikat Alashon, en parlant d'une manière douce, et ça veut dire et les ronces et les épines, im tarovet devarim, en mélangeant des choses, ad kiyavo bead akore benakba bekapo, ça veut dire jusqu'à ce qu'il vienne dans la main du lecteur, et ça veut dire elles font un trou dans sa main, à cause, comme c'est des ronces, voilà, qui font des trous. Ubao bekiabo les tsavot beten ou et ils viennent dans son ventre pour faire tomber les hanches, et je sais pas quoi, elle va exploser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, voilà, c'est pour. Lui, il accuse en fait le Rav Azariadeh aussi de mauvaise foi, quoi. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire, il dit des choses qui font pas de sens. Et en fait, il me dit ça parce qu'en fait, tout ce qu'il veut, c'est insuffler le doute parmi les Juifs. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Mais c'est encore, ouais, ok, peut-être, tu vois. Je veux dire, moi, j'aurais plus soupçonné de la bêtise, tu vois. Mais à un faible niveau, ça veut dire voilà, mais voilà. Il peut pas parce qu'au début, tout début, il dit qu'il avait trouvé le livre bien lui aussi. Ouais. C'est qu'après, quand il a réfléchi, qu'il a trouvé que c'était pas bien. Donc, le mec, il avait un certain talent, de toute façon. On ne peut pas le dire. C'est ça, mais en tout cas, de ce passage-là, moi, je n'avais pas le livre devant mes yeux. Tu vois, là, c'est le seul passage que je vois. Moi, je vois des non-sens, tu vois, dans 3 phrases, tu vois 5 non-sens, tu vois. Surtout principalement, pour moi, l'idée, c'est de dire, voilà, les choses qui ne sont pas prouvées des versets, c'est ce que les sages, ils ont voulu dire, ça ne pas prendre au mot, etc. Et après, hop, ils te ramènent une Gemara, où tu vois la Gemara de faire un calcul super, comment dire, strict, avec des versets au sens littéral, pour te dire, voilà, c'est comme ça que ça doit être lu et tout, tu vois. Et après, il dit, ah oui, mais c'est qu'une parabole. Et en plus, le deuxième truc qui est complètement bizarre, c'est qu'il invente une intention. Disons que tu penses que c'est une parabole. Tu vois, peu importe ce que ça veut dire, tu vois, c'est pas sûr que ça veut dire qu'ils auront une longue vie, ça veut pas dire, tu vois, ou je sais pas quoi. Et donc lui dit non, ça veut dire qu'ils étaient forts, et c'est pour ça qu'ils avaient des enfants jeunes. Donc c'est déjà, tu vois, il délire, il fait une sorte d'interprétation, ok, pas délirante, mais en tous les cas, complètement, ça veut dire, fortuite, il n'a aucune preuve à son interprétation. Mais disons que, ok, c'est sa méthode, ok, on interprète, puisque si lui, il a dit, en fait, c'est pour faire du brainstorming, donc en fait,
c'est un peu, tu peux interpréter ce que tu veux, c'est ça ce que les sages y voulaient, disons. Mais après ça, si tu as une question sur ton interprétation, tu vois, tu vas pas remettre en cause, tu vois, le texte, tu vas pas en cause ton interprétation, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai, tu vois, pour moi, tu vois, tu vois, beaucoup de non-sens, tu vois. Ça veut dire avoir. C'est pour ça que je sais pas, je comprends que le Maral il pense que en fait c'est de la mauvaise foi, que c'est que des effets de manche et qu'en fait ce qu'il veut c'est simplement insuffler le doute et en fait si tu veux comme tu vois c'est-à-dire il veut troubler le lecteur voilà pour que le lecteur en fait donc lui il le soupçonne de vraiment de mauvaise foi et de tu vois c'est voilà pour le Maral c'est tu peux pas être fou à ce point-là quoi. Ça veut dire tu peux pas te dire tu vois des incohérences comme ça tellement, tu vois, tellement nombreuses en un si peu petit nombre de mots. Donc, ça veut dire, en fait, c'est que tu as un agenda. Et c'est quoi l'agenda? C'est mettre le doute sur la Emouna, etc., dans les sages. C'est pour ça qu'il est comme ça sévère. Non, on va savoir. Hein. Je connais, tu vois, il faudrait lire le livre de la Emouna, le lire en entier, où il y a plus de passages pour voir, quoi. C'est pour ça, je sais pas, tu vois, voilà, whatever it is. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est sûr que moi, ce que j'ai l'impression, c'est surtout c'est que ça choque. Moi, je pense qu'il y avait aussi un conflit, il y avait un choc ça veut dire il y a un choc historique dans l'histoire. Je pense qu'à l'époque du Maharaj, si tu veux, ils étaient les livres qui étaient édités, c'est-à-dire que l'édition, l'imprimerie, elle commençait à se développer. À mon avis, même si elle était là depuis peut-être un siècle ou deux, mais en tous les cas, elle commençait à se développer d'une manière vraiment, ça veut dire plus, on va dire, se démocratiser. En fait, juste maintenant, quoi. Et en fait, j'imagine qu'au début, à l'époque du Maharaj, ça se voit, quoi. Ça veut dire que les livres qui étaient imprimés, c'était des livres hyper sérieux. C'était en plus, c'était des livres, tu vois, on triait sur le volet les livres qu'on allait imprimer, quoi. Et imprimer, tu vois, c'est ça ce que j'imagine. Et donc, ça veut dire un livre comme ça, hyper léger, tu vois, pour le Maharaj, donc, tu vois, parce qu'on a l'impression qu'il fallait que les rabbins donnent un sentiment, c'est comme si, tu vois, c'était vraiment, c'est un privilège d'être imprimé, quoi. Tu vois, les livres du Maharaj, ils ont eux-mêmes jamais été imprimés que très tard après sa mort. Ça veut dire, pour ça, ils ont été perdus, etc. Donc, ça veut dire que pour lui, ça veut dire, je pense que le choc, c'est qu'un livre aussi, tu vois, léger, aussi comme ça, tu vois, aussi peu construit, qui dit n'importe quoi, etc. Je pense que c'est surtout ça, ce que ça a été imprimé. Pour lui, c'est un truc, c'est ça qui nous met hors de lui, quoi. J'ai l'impression, tu vois, c'est ce que je pense, plus que ça, tu vois. Je pense. Enfin là, on a affaire à du wokisme avant l'âge, hein, puisque bon, c'est aujourd'hui réviser, on va dire, l'histoire ou la tradition à travers le prisme Ouais. de ce qu'on vit, enfin du contemporain, quoi. Donc, c'est-à-dire douter quelque chose qui quand même qui n'est pas non plus extraordinaire. Ça me fait penser aux critiques de Mahomet dans l'islam aussi, qui lui reproche d'avoir épousé une fille de 8 ans aussi, sensiblement là. Je crois que c'est Aïcha, etc. Donc on fait passer pour un pédophile. Mais bon, à l'époque, je ne sais pas, c'était peut-être aussi encore des critères qui étaient admis et qui n'étaient pas du tout jugés scandaleux et qui ne sont pas. Ouais. Non, voilà. Mais c'est une bonne comparaison ce que tu dis. Ça veut dire, c'est parce que tu vois, c'est vrai qu'en fait, ce qu'il y a, c'est pas mal la vérité. J'avais pas pensé à ça, mais c'est sûr qu'en fait, tu vois, c'est que parce que le lien aussi qu'il y a avec le wokisme, c'est qu'il y a beaucoup de non-sens, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, c'est dans la manière d'interpréter les choses et de voir, etc. Comme ils regardent à travers, comme tu dis, le prisme de leur propre, on va dire, époque. En fait, ça veut dire ils interprètent d'une manière complètement, on va dire, loufoque. Et en fait, c'est vrai que, tu vois, c'est du non-sens, quoi. C'est ça, j'avais pas pensé à ça, tu vois, j'avais pas du tout pensé à ça. Et comme dit, ça fait une sorte, tu vois, de révisionnisme, tout à fait, c'est une super comparaison, quoi. C'est une super comparaison. C'est une super comparaison. Et c'est sûr que ça choque le Maharaj. Faut peut-être se remettre au whisky. Ouais, peut-être. J'en sais rien, je sais pas. Je sais rien, je sais pas. Non, t'as raison. Non, mais t'as raison. Non, c'est une super. Tu vois, c'est comme tu vois, je me rappelle à un moment quand je disais aux élèves, si c'est pas moi qui bois, c'est vous qui devez boire. Donc, voilà. Donc s'il y en a tu sais, quoi. Tu vois, mais. Non, mais t'as raison. C'est une bonne, c'est une super, c'est une super comparaison. C'est une super comparaison. Et ouais, mais d'un autre côté, tu vois, c'est très difficile à comprendre le wokisme. Hein. C'est très difficile à comprendre. Ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est d'où ça vient, on comprend. Ça veut dire, c'est une volonté
s'accepter, en fait, tu vois, de sortir, en fait, des contraintes, tu vois, ça veut dire, c'est vraiment une volonté, c'est vrai, ouais, ça veut dire, ouais, c'est une volonté de plus suivre, de plus accepter, de plus chercher des modèles à suivre, de plus avoir besoin de se justifier par rapport à un modèle. C'est ça la chose qui est derrière, quoi. Mais, ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est pourquoi on en arrive à dire du non-sens. C'est une volonté de se couper de toute tradition aussi. C'est vraiment la volonté c'est même pas ça, de faire table rase, en fait. Il y a un peu l'histoire de faire table rase. C'est réinterpréter la tradition. Hein. C'est pas comme tu dis, c'est pas parce que si c'était se couper la tradition, il suffirait de dire ok, tu vois, de dire voilà, c'est vieux, ils étaient rétrogrades, ils savaient pas ce qu'ils disaient. C'était, tu vois, c'était des, tu vois. C'est ça, on la dénigre, on la ridiculise parce qu'elle n'est pas à la portée. C'est vraiment un signe d'ignorance, quoi. Ouais, mais c'est pas, mais ce que je pense, tu vois, c'est pas ça, tu vois, ça veut dire, c'est parce que c'est ce que tu dis, je pense ça sur la nuance, hein, c'est pas, et comme dit, il y a du révisionnisme, c'est pas simplement on dénigre, tu vois, c'est si on va réécrire avec une écriture inclusive des livres, on va changer les textes, etc. C'est pas simplement on dénigre. Tu vois, ça veut dire on refait à notre image. Quoi. C'est de dire qu'en fait, voilà, nous, on arrive à un certain progrès. Il y a quelque chose peut-être à prendre dans la tradition, mais en fait, il y a plein de choses négatives. Et donc, c'est pas à nous de nous adapter à la tradition, c'est la tradition qui doit s'adapter à nous. Quoi. Et en fait, donc, on doit, en fait, si tu veux, élaguer tous les trucs, en fait, que nous dérangent et qu'on comprend pas. Et qui, en fait, qui seraient pour nous des, tu vois, ça veut dire des, voilà, je sais pas, voilà, des problèmes, tu vois, ça veut dire, voilà, qui seraient contre notre confort, en réalité. C'est ça l'idée, c'est pas couper c'est pas de dire que la tradition est mauvaise, c'est ça ce qui est bizarre, c'est ça ce qui est en fait incompréhensible, difficile à comprendre, en fait, dans le wokisme, c'est qu'il y a une volonté, il y a un côté comme ça fasciste. Pour moi, ça s'appelle le christianisme, hein. C'est vraiment la même, c'est la même mouvance, quoi. C'est-à-dire, c'est possible. On efface dans la Torah tout ce qui nous paraît obsolète, incompréhensible. Attends, tu parles du wokisme là ou tu parles du… Non, il parle de christianisme. Il dit que le wokisme, ça vient du christianisme parce que c'est c'est un avatar. Pour moi, c'est encore un avatar du christianisme. Oui, parce que dans la même. C'est quelque chose qui refuse les Lumières. C'est par définition le wokisme, c'est l'obscurantisme, c'est revenir avant les Lumières. C'est-à-dire pas de trucs. Il faut rester dans son proche de soi. C'est que dans des réseaux proches. Et les gens qui pensent la même chose, il n'y a plus aucune… Ce qui appelle les Lumières, si tu veux, elles se sont coupées aussi de toute tradition. Hein. Tu lis le message des Lumières, ça veut dire c'est compliqué. C'est vraiment le contraire, tu vois, c'est comme le mariage. C'est-à-dire, les Lumières, elles sont basées justement sur la Renaissance, sur une redécouverte des textes en grec, latin, tout ce que tu veux, hébreu, tout ça. Et donc, l'idée, c'était au contraire, c'était d'avoir… Donc, on pouvait ne pas être d'accord. Si tu veux, c'est bien ce qu'il fait le Maharal. Le Maharal, il critique, le Maharal pose des questions, il répond, etc. Mais si tu veux, il y a une volonté de dire, si tu veux, le début de la sagesse, si tu veux, c'est d'accepter. En fait, si tu veux, comme tu dis, tu vois, les Lumières, ils contestaient, ils ont critiqué, tu vois, sur les trucs d'Aristote, comme Galilée. Tu vois, c'est comme Galilée, il critique Copernic ou tout ce que tu veux. Il dit pas, OK, donc je vais réécrire Copernic à ma façon, parce que ça m'intéresse, tu vois. Ça veut dire, il dit, voilà, Copernic, il disait ça, on fait des expériences et on montre que sur ça, il s'est trompé, tu vois. Mais ça veut pas dire que, tu vois, en fait, Copernic, ça valait rien, qu'il y a tout est faux dans Copernic et que aussi, il pense la même chose que moi, sauf qu'il a mal écrit, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire, donc c'était pas un refus, c'est une construction. Tout le truc classique et tout ça, tu vois bien tout ce que le Maharal fait, tout ce que c'est la même époque, mais c'est toujours été, c'est de dire, voilà, et ça, c'est une démarche scientifique et c'est une démarche très juive, en fait, très rabbinique. Tu vois bien qu'en fait, tu en prends le texte. Pourquoi nous, on est tellement opposés à la Scala? Parce que ça a donné la réforme, c'est tout? Non, mais c'est parce que cette Scala, personne n'est opposé à la Scala, je veux dire, c'est n'importe quoi, ça veut dire… Tu me rassures parce que comment ça se traite? Comment? Tu me rassures parce que moi, j'ai toujours pensé que les Lumières, c'était une avancée pour le monde, mais que comme il y avait le mouvement anti-Ascala dans le judaïsme orthodoxe, je me disais, mais il y a un bug, quoi. Non, ça c'est venu après. C'est-à-dire, quand tu regardes, si tu veux, les auteurs, tu vois, par exemple, tu n'as qu'à regarder, tu vois, Rabbi Israël Salanter. Je ne sais pas quel auteur citer, tu vois Rabbi Israël Salanter, tu vois, comme c'est la Rocher, Jim Chandra Hirsch, tout cela, quand il lit des livres de cette époque, tu vois. Si tu veux, il y a une grande, en fait, il y a une très grande admiration, tu vois, parce que Rabbi Salanter, il est venu jusqu'à Paris pendant des années, rien que pour étudier, en fait, et ça, c'est parmi les derniers, si tu veux. C'est vraiment quand la Scala avait déjà bien pris.
il était venu en France à l'université pour justement, ce qu'il a fait à la fin de sa vie, tu vois, pour étudier les trucs de ce que les auteurs philosophes de son époque ils disaient, etc. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Eugène Fahlirsch, il cite Kant, tu vois, c'est un admirateur de Kant complet. Ça veut dire qu'il cite à profusion dans son bouquin. Tu vois, ça veut dire tous, ça veut dire en fait, l'obscurantisme, ça veut dire l'obscurantisme orthodoxe, il est très tardif. Ça veut dire. Ça veut dire, et il n'a pas été revendiqué en fait par aucun auteur, c'est ça aussi le truc, hein, ça veut dire, pour t'expliquer, ça veut dire, il n'y a aucun, tu vas jamais, ça veut dire, il y a un seul auteur peut-être, tu vois, ça veut dire qu'il a revendiqué l'obscurantisme. Et encore, c'est pas contre la culture qu'il en avait ni rien, si tu veux, ça veut dire, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça veut dire, en fait, l'obscurantisme, il a été, et si tu regardes, ça veut dire, regarde n'importe quel auteur que tu veux, même, ça veut dire les plus orthodoxes, même les plus derniers, quoi, on va dire, qui étaient déjà dans une période où l'obscurantisme, si tu veux, il était en vigueur. Si tu veux, tu vas pas trouver aucune référence où quelqu'un va dire non, il faut pas étudier ce livre ou truc bidule ou ça, c'était cette philosophie. Tu vois, ça veut dire c'est kherem ou un truc comme ça. Tu vas trouver zéro. Ça veut dire ça n'existe pas. Et tu vois, ça veut dire il y a ceux qui l'ont étudié, ceux qui l'ont pas étudié. Il y a ceux qui, mais tous, tu vois, ça veut dire parce que tu comprends, c'est aussi simple que ça. C'est une fois que Maïmonide il a justifié Platon, Aristote. Tu vois, ça veut dire aller contre la philosophie, c'est aller contre Maïmonide, c'est aussi simple que ça. Et tu vois, il n'y avait aucun, si tu veux, aucun auteur, tu vois, qui se sentait les couilles ou les trucs. Tu vois, ça veut dire de dire, OK, Maïmonide, c'était de la merde, tu vois. C'est à l'époque de Maïmonide, il y en avait peut-être, tu vois, Benou Yona et tout ça, mais même, et tu vois, c'était parce qu'ils étaient tellement dans la cabale que, tu vois, ils étaient dans un autre monde, tu vois, et après, tu vois, ça veut dire, tu vois, il a fallu que, tu vois, des mecs comme Narmani, tout ça, ils réveillent les kabbalistes pour leur dire, non, mais la philosophie, c'est quelque chose qui marche avec la kabbale et tout ça, c'est pas, tu vois, et ça a été un gros, si tu veux, ça a été un gros truc, tu vois, ça a pris 2 siècles chez les Sfaradim pour comprendre que ça marchait ensemble et que ça pouvait marcher ensemble. Mais tu vois, mais si tu veux, en fait, à part ça, une fois que Maïmonide, il avait fait ce pas, en fait, si tu veux, qui avait de son vivant, ou juste après sa mort, a eu beaucoup de, tu vois, de remous. Mais si tu veux, en fait, il y a eu une acceptation finalement par pratiquement tous les rabbinim de différentes manières sur l'importance, tu vois, de la philosophie, etc., etc. Et donc voilà, ça a été, une fois c'était accepté, tu vois, et ça n'a jamais été remis en cause après ça dans la Scala ni rien, tu vois. Ça veut dire, après ça, est-ce que les gens, comment, tu vois, ça veut dire qu'ils ont compris, tu vois, avec les ordres de Mendelssohn et tout ça, qu'il y avait des problèmes. Ça veut dire que tu vois que voilà, que l'ouverture d'esprit, et même comme qu'il y avait avec Spinoza et tout ça, c'est-à-dire ça veut dire ils voyaient le danger, si tu veux, que ça a amené, mais en fait, ils ne pensaient pas, tu vois, que c'était, comment dire, tu vois, ça veut dire que c'était négatif en soi. Et donc, il y avait des oppositions sur l'enseignant public, sur le Gaon de Vilna, on va dire, que tout le monde, tu vois, si tu veux, le plus obscurantiste de tous, on va dire, tout le monde se dit à le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit simplement, lui, il avait dit, il ne faut pas l'enseigner en public. Et il ne voulait pas que ça soit enseigné dans les yeshivot. Et pas tout le monde était d'accord avec lui. Ça veut dire qu'à Vologine, il y a eu pendant des années, il y a eu des cours de philosophie. Tu vois, ça veut dire c'était une guerre. Et après, hop, tu vois, ils ont préféré, tellement ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord entre eux, qu'ils ont fermé la yeshiva. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, mais ça veut dire que, voilà, que tu vois, mais grosso modo, c'était pas, il y a jamais eu une opposition, tu vois, ça veut dire, c'était pas contre la Scala, c'était, tu vois, c'est pas contre l'idée même de la Scala, c'était, tu vois, c'était en fait simplement de l'enseignant public, etc. Voilà, c'était le problème de voir que ça avait des mauvais résultats, quoi, si tu veux. Tu vois, mais c'est tout. C'est pas du tout que. Il n'y a jamais eu une opposition. Il n'y a jamais eu un truc obscurantiste. Maintenant, moi, je dis, le seul livre, tu vois, il y a un livre qui a été publié il y a peut-être 5 ans. Et ça, c'est, tu vois, par un Américain et tout ça, etc. Complètement, ça veut dire pas un auteur obscur de chez obscur. Tu vois que lui, il a, si tu veux, il a systématisé une pensée anti-Ascala. Un grand chef-d'œuvre que j'ai reçu cadeau d'ailleurs en plus, tu vois. Et tu vois, parce que son père, tu vois, c'était un mec qui était un de mes admirateurs. Alors lui, il croyait que, tu vois, ça allait me faire super plaisir qu'il allait m'envoyer ce livre, tu vois. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe, 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 tu vois. Mais tu vois, le pauvre. Hein. Mais bon, moi, je lui ai quand même rien dit, tu vois, parce que moi, aussi, les naïfs, on va dire, tu vois, c'est parce qu'il a grandi là-dedans, il a été brainwash, donc tu vois, ça veut dire, après ça, tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire. Mais tu vois ce que je veux dire, mais il n'y a pas de, si tu veux, il n'y a pas de, c'est revendiqué nulle part, tu vois, le truc tu vois, il n'y a pas une revendication contre la Scala, quoi. Si tu veux, il y avait une idée,
tu vois, parce que c'est pas que dans Maïmonide, tu vois, même dans le Chovat Al-Vavot, si tu veux, il y a de la philosophie, tu vois, dans le Ramchal, il y a de la philosophie. Tu peux pas faire abstraction, tu vois, de la philosophie. Alors après, si tu veux, dans les Yeshivot, ils disaient, on saute les chapitres où il y a de la philosophie, tu vois. Ça, c'est vrai dans le Chovat Al-Vavot. Mais c'est parce que, et encore une fois, c'est parce qu'ils pensaient pas que tout le monde a été capable de comprendre, tu vois, qu'ils savaient que ça pouvait mettre des questions, etc. Mais c'était pas, tu vois, ça voulait dire que si jamais quelqu'un il voulait étudier lui-même ça, si tu veux, il n'y avait aucun Rosh Yeshiva qui va lui dire non, n'étudie pas, tu vois. Il voulait pas simplement que, tu vois, ça soit un sujet, tu vois, important. Donc, tu vois, pour eux, c'est l'Agmara, c'est tout, quoi, tu vois, c'est tout, tu vois. Mais voilà, mais je te promets, il n'y a honnêtement, tu vas trouver aucun auteur, ça veut dire, aucun rave, tu vois, si tu veux, Chachouv, jusqu'aux années 2010, on va dire au moins, qui a, si tu veux, qui a dit un jour dans un livre ou qui a dit dans un cours qu'il était contre la Scala, ça veut dire contre la philosophie, les études critiques ou des choses comme ça, tu vois. Jamais, tu ne trouveras pas. Cherche, tu ne trouveras pas. Par contre, c'est devenu un mouvement, si tu veux, encore une fois, prépondérant dans les Yeshivot, et encore plus en France, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire, mais c'est venu du peuple, tu vois, c'est pas, tu vois, faut pas accuser les rabbinim, tu vois, après ça, les rabbinim, ils savent, tu choisis tes rabbinim, puisqu'aujourd'hui on démocratie. Oui, mais le Rav Brandt en question, je peux dire que il y va avec le canon là-dessus. Hein. Ouais, non, mais tu vois, mais ça veut dire, voilà, ok, tu vois. Pour lui, il faut fermer les universités, quoi. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est encore une fois, si tu vois, Rav Brandt est devenu populaire, tu vois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme askamot, tu vois, donc lui, je ne sais pas si c'est un élève je sais plus, je sais plus, d'Afrakin, je crois, je ne suis pas sûr. Mais bon, mais ça veut dire, tu vois, et encore, tu vois, ce que je veux dire, voilà, tu vois, c'est pas, il n'a pas une smicha ou une askama ou un truc comme ça qui lui donne, si tu veux, une crédibilité, tu vois, dans ce qu'il dit, au fond, au niveau de la tradition, si tu veux, très faible. Tu vois, mais pourquoi alors il est populaire, il est important? C'est parce que les gens le suivent, parce que les gens, ils aiment écouter ça. Pour eux, ça leur fait plaisir, tu vois. Donc, c'est le peuple qui si tu veux, tu vois, c'est pas les rabbinim, si tu veux, c'est un mouvement populaire qui porte au pinacle ces gens qui ont ce discours. Parce que ça les rassure, parce que tout ce que tu veux, parce que ça. Tu vois, mais c'est pas, tu vois, faut pas, tu vois, ça veut dire, faut pas dire que, faut pas mettre sur les rabbinim des fautes qu'ils ont pas, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a des rabbinim qui surfent la vague et c'est eux qui sont les plus populaires et que tu vas entendre le plus etc. Mais si tu veux, leur crédibilité, tu vois, ça veut dire au niveau réel, tu vois, ça veut dire d'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce qu'ils ont des askamot, tu vois, ça veut dire, tu vois, comment dire, tu vois, ça veut dire pour représenter la tradition, tu vois, ça veut dire faut que tu aies, toi-même, tu vois, t'es des rabbinim qui t'est dit, ah voilà, celui-là c'est un rave et c'est lui, tu vois, ce qu'il dit, c'est, tu vois, c'est qu'il soit adoubé, je sais pas comment dire. Ben, tu vois, en fait, quand tu regardes tous ces rabbinim-là, ils ont pas de, tu vois, si tu veux, ils sont pas adoubés tellement, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Leur technique à eux, quand tu leur demandais si on peut étudier la philosophie, ils te répètent toujours la même chose. Ils te disent, tu travailles 8 heures, tu dors 8 heures, tu étudies la Gemara à 8 heures, si tu as le temps, tu fais de la philo. Oui, c'est Gemara qui dit ça. Mais ça, c'est la réponse systématique de tous les rabbins français. Ok, mais c'est parce que tu vois, je sais pas. Tu vois, c'est un autre problème. Je pense que, je sais pas, l'obscurantisme, ouais. Non, t'as raison que c'est lié avec le wokisme, ça veut dire, en fait, c'est vrai que, qu'est-ce que je te dis? J'en sais rien, moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est, tu vois, c'est ce que j'ai vu de mes j'ai vu, c'est que bien, ça veut dire, c'est les gens, ça veut dire les gens, ils ont besoin de modèles, les gens, ils veulent à tout prix ne pas réfléchir. Il y a plein de choses. Si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que ça veut dire de toutes mes expériences en tant que rave, etc. Parce que j'ai appris une seule chose, tu vois, c'est comment ça se fait qu'une idéologie ou un système fonctionne ou un système ne fonctionne pas. Tu vois, qu'est-ce qui fait que, tu vois, une société elle fonctionne, etc. En réalité, tu vois, c'est parce qu'en fait, l'idée c'est, il faut quand il y a des lois rigides et claires, tu vois, au moins les gens ils sont intéressés ça veut dire ça va attirer, ça va tout de suite avoir du succès. Tu vois la raison pourquoi c'est comme ça veut dire pourquoi les fascismes ils fonctionnent, etc. Quel que soit les fascismes, mais ça veut dire quand tu vas être rave et que tu dis, si tu dis ça c'est permis, ça c'est interdit, tu vois, c'est comme si c'est comme ça, alors que tu pourrais dire, ah c'est super castrateur, alors comment ça se fait que c'est tellement populaire, tu vois, normalement les gens ils devraient être plus intéressés, je sais pas, écouter un rave comme moi qui dit non, tout va bien, c'est super, à taper dans le dos et réfléchissez, Hachem il vous aime, est-ce que vous dites c'est Hachem qui le pense et tout ça, tu vois que c'est plus ou moins, tu vois, la doxa. En plus, tu vois que si tu veux, moi par derrière, tu vois, si tu veux, moi au niveau
niveau des médailles, j'en ai plus qu'eux, tu vois ce que je veux dire. Donc, normalement, tu vois, si tu devrais suivre, tu vois, si tu veux, les mecs qui sont, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est comme ce que je dis, c'est pas moi qui casse cette tradition, c'est eux qui cassent cette tradition, c'est vrai, tu vois, c'est authentiquement vrai. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est pourquoi ça marche pas, tu vois, c'est pourquoi ça marche pas, ce système et tout ça, c'est parce qu'en fait, le problème, et c'est pourquoi aussi par exemple le Chabad ça marche et tout ça, c'est parce que, la raison pour laquelle le Chabad ça marche, tous ces trucs-là ça marche, c'est parce que chacun, tu vois, il se dit, ah, si j'entre dans ce système, ben, je vais pouvoir, si c'est un Américain, je vais pouvoir me faire du fric, ou bien, en tous les cas, je vais pouvoir faire je vais en tirer plein d'avantages. Je peux me trouver ma place dedans, tu vois, et ça veut dire, la société, le système, il va m'aider, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas comme, tu vois, ça veut dire, c'est comme les Chabad, par exemple, tu dis, voilà, que soit tu veux devenir rab, ouvrir ton bête rabat au Japon, je sais pas quoi, tu sais en fait que tu veux avoir du blé et que tout ça, et donc ça va marcher, donc ça t'intéresse à devenir rabat. Ou même sans ça, si tu veux pas devenir toi-même bête rabat ou je sais pas quoi, tu sais que si tu rentres dans les cases et que tu mets ta barbe et ton machin, tu vas avoir du business, tu as ton truc. Si tu veux, tu vas pouvoir marier tes enfants, tu vas pouvoir faire ci, etc. Ça veut dire, tu vois, ton chemin, il est tout tracé. Et en fait, et surtout, toi, tu vas tirer avantage du système. Et par contre, si jamais, en fait, tu dis non, mais en fait, c'est open. Tu vois, il y a pas de, tu donnes pas si tu veux, des choses qui jalonnent la hiérarchie, même au niveau, tu vois, du degré de religiosité, en disant voilà, celui qui a une barbe, il est plus fort que celui qui a pas de barbe, ou celui qui a un chapeau, tu vois, il est moins, tout ça, tu vois, c'est-à-dire que tu hiérarchises tout et tu dis, tu vois, tu codifies tout. Alors en fait, le type il dit ok, mais qu'est-ce que je vais gagner avec ce mec? Tu vois, rien du tout. Tu vois, tout ce qui est au maximum, il va me faire réfléchir. Tu vois, ça veut dire, c'est pas ce que j'ai envie. Tu vois, ça veut dire, je suis encore monté dans une impasse et tout ça, j'en sais rien. Tu vois, c'est comme si les mecs ils veulent dépasser, si tu veux, ils veulent pas retourner en adolescence. Tu vois, ce que je veux dire, pour eux, c'était pas une période bénie. Tu vois, pour eux, l'âge adulte, c'est l'âge où tu commences, tu vois, vraiment à faire chier tout le monde et tu vois, tu vois, si tu veux ramasser ton truc, tu vois. Donc pour eux, c'est pas, tu vois, c'est complètement obsolète si tu veux. Donc voilà, c'est un truc que tu vois qu'ils veulent pas, qu'ils veulent effacer. Mais je te dis, j'ai l'ai vu de mes yeux vus, tu vois, mais si tu veux, c'est tout, tu vois. Alors après ça, tu vois, mais les rabbinim, ils ont, non, tu vois, c'est pour ça, honnêtement, tu vois ce que je veux dire, les rabbinim, tu vois ce que ça veut dire. Aujourd'hui, en fait, ils ont qu'un contact qu'avec les jeunes, tu vois. Parce qu'une fois que les mecs, ils dépassent un certain âge, tu vois, ils sont plus relevant pour la société, ils sont plus, ils sont hors circuit, tu vois. Mais tu vois, mais tu vois, mais c'est tout. Mais mais ça vient pas. Il n'y a jamais eu une pensée comme ça. Tu vois, il n'y a jamais eu. Je te promets, cherche et tu trouveras pas. Tu vois. Cherche. Non. Moi, ce qu'on entend en parler, c'est que si on regarde l'histoire, par exemple, à Prague ou dans les villes juives où il y a eu la Haskalah, c'est vrai qu'il y a eu une partie assimilation. Il y a une grosse assimilation. On voit des gens comme, je sais pas, Kafka, machin, même s'ils ont resté dans le judaïsme, ils ont été vachement assimilés. Et tout ça, c'est parce que donc, c'était en ce sens-là que je voyais la chose négative. Et je pensais que ça avait été acté. Maintenant, si tu dis que ça n'a pas été acté comme ça, tant mieux, je préfère. Non, ça n'a jamais été acté. C'est le seul truc, tu vois, c'est que voilà, le problème, c'est tout ça. C'est qu'en fait, comme tu dis, tu vois, le problème, le rapport à la religion, c'est tu ne veux pas enlever le côté social, tu commences à dire, si tu veux, la religion, c'est a priori, c'est une vérité existentielle, ou tu vois, c'est une recherche existentielle, ce qu'on veut, tu vois, et spirituelle, et c'est clairement, tu vois, une partie de la religion, mais en fait, le côté social de la religion, il est aussi, tu vois, ça veut dire… c'est important, mais c'était aussi de l'autre côté, hein, il y a eu des communautés entières de juifs de Pologne qui sont arrivés sur les quais de la gare de l'Est à Paris avec leurs habits religieux, etc., et qui ont tout balancé avec des tonnes de téphilines sur les quais de la gare. C'était terminé d'un seul coup parce que l'environnement social devait changer. Donc, il y a plein de juifs qui veulent… Enfin, je veux dire, c'est un phénomène qui est humain. Je veux dire, il y a plein de gens qui veulent se mettre dans un système, y compris les juifs. Il y a très peu qui veulent exister individuellement. Ça existe, évidemment. Peut-être plus chez les juifs, d'ailleurs. Mais c'est vrai que voilà, il y en a qui veulent rentrer dans un système parce que justement, ça fixe des repères, c'est plus facile. Ça, c'est blanc et ça, c'est noir. Donc, je suis dans le vrai. C'est tout. Je m'impose une contrainte. Donc, effectivement, je suis dans le vrai. Bon, il y a la crainte aussi. Il y a faire beaucoup la religion par culpabilité, ça c'est des trucs, c'est des marqueurs qui sont très présents. Hein. Moi-même, si tu veux, c'est un truc qui m'a beaucoup influencé, quoi. Jusqu'à que justement tu rentres dans la complexité
Et là, pour moi, c'est vraiment un phénomène libérateur, je dois dire. C'est quelque chose qui nous libère plutôt, de rentrer dans la complexité, de ne pas avoir peur d'affronter les textes, la tradition. À condition, évidemment, de tomber sur des gens intelligents, quoi. C'est pas toujours le cas. Ouais, je sais, déjà, mais l'histoire, tu vois, c'est ça. Ce que je veux dire, tu comprends, c'est ça la Renaissance, si tu veux, c'est ça les Lumières, et si tu veux, c'est ça l'étude de la Torah depuis toujours, quoi, on va dire, hein, simplement. Mais c'est-à-dire qu'il y avait, quand la Scala, si tu veux, l'ouverture des ghettos, ça a créé un traumatisme, et donc beaucoup d'assimilation, et ça a pris 2 siècles, en fait, pour, si tu veux, pour essayer d'imaginer un système qui permettait, tu vois, de continuer, tu vois, si tu veux, la religion avec l'ouverture des ghettos. Mais, si tu veux, pendant le temps qu'il y avait les ghettos, l'étude de la philosophie, elle posait pas de problème du tout. Et donc, tout le monde étudiait la philosophie. Si tu veux, les livres, tu vois, ça, en fait, le Maral, c'est de la philosophie, d'une certaine manière aussi. Si tu veux, il y en a plein d'autres. Si c'est pas un livre de... Si on fait un jour, vous voulez faire le Charayoukou du Chobot al-Vavot, tu vois, c'est Euclide, tu vois, c'est des trucs vraiment super poussés de philosophie grecque. Tu vois, voilà, je sais pas quoi dire, hein, c'est au début du livre, hein, c'est sur 60 pages, tu vois, en plus forte raison le guide des égarés, tout ça, mais ça veut dire même chez les auteurs ashkénazes, des yeshivot, il y a eu des auteurs, tu vois, le Kuzari Sheni, plein d'autres auteurs, tu vois, je dis, il y en avait qui se débrouillaient bien dedans, il y en a qui comprenaient rien, tu vois, moi j'ai l'impression que ça s'intéresse, mais en fait, en tous les cas, ici, si tu veux, ils ont étudié, ils ont essayé depuis le début, tu vois, depuis qu'ils ont eu accès aux universités, il y a plein de rabbinim qui ont essayé d'y aller, tu vois, même les plus fanatiques, tu vois, le Yarbetz, que c'était un arabe fanatique, vraiment, tu vois, parce que c'était le grand opposant à Shabbatai Tzvi et tout ça, et à tout le monde, c'était vraiment, lui, il était contre tout le monde, mais lui-même, ça veut dire, quand il a fini, tu vois, d'étudier à la Yeshiva, il dit qu'il il avait pas d'argent pour aller à l'université, et que donc il a fait il avait le linge des étudiants à l'université, pour pouvoir assister aux cours, etc. C'est comme ça qu'il a appris le français, le machin, etc. Alors que lui, si tu dis, c'est le plus fanatique, c'est un des plus fanatiques. Tu vois, ça veut dire, c'est au niveau, tu vois, de tout ce qui est nouveau, tu vois, c'est vraiment, il est considéré comme l'extrême droite, si tu veux, des rabbinim, tu vois, ça veut dire, parce qu'il était contre tout progrès, contre la Hasidou, le machin, mais c'est pour te dire, tu vois, ça veut dire, il n'y avait pas du tout de, tu vois, c'est pas possible. Tu vois bien que toute l'étude de la Torah, elle est basée sur une ouverture sur toutes les sciences et que c'est quelle qu'elle soit, si on en a besoin, on les utilise et elles sont un but en soi, etc. Ça veut dire, c'est clair, je veux dire. Tu vois, non, mais ça, j'avais compris. Tu comprends mon désarroi que j'avais de cette situation. Je dis, après ça, voilà, l'obscurantisme, c'est venu, c'est une protection et tout ça, etc. Et si tu veux, voilà, je sais pas. C'est sûr que ça montre. Quand tu as fait Tchouva à Paris dans les années 2000, l'obscurantisme, c'était partout. Ils avaient éteint la lumière partout, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'ils voulaient. C'est ça, oui. Et ça a été, c'est depuis, ça n'a pas changé, tu vois. Ça veut dire l'obscurantisme, il s'est transformé maintenant ça veut dire en pourriture morale, tu vois. C'est ça ce qui est encore pire. Ça veut dire qu'en fait, ce que ça montrait, c'est que ce désir d'obscurantisme, c'était en fait une couverture. Tu vois que comme si tu mets une couche de peinture, soit en fait quelque chose, tu vois, un niveau moral très bas. Tu vois, et vraiment même pourri, tu vois, tu peux le dire. Et ça veut dire, et c'est pour ça, moi, tu vois, si tu veux pour ça, moi, j'ai arrêté, tu vois, des cours, tu vois, dans les conférences, tout ça, parce que si tu veux, le judaïsme français, et tout ça, il est balais, tu vois, ça veut dire en premier chef, j'ai compris que c'était pas juste des gens qui cherchaient des repères pour dans la société, c'est des gens qui avaient aucune morale, qui allaient faire des crimes, tu vois, ça veut dire, tu vois, assez terrible, tu vois, ça veut dire dès qu'ils en ont l'occasion, on va dire. Et tu vois, sous le couvert de j'ai une barbe, j'ai un chapeau, ou j'en sais rien, ou je fais je Shabbat, j'écoute Torah Box et tout ça, etc. Et qu'en fait, pour eux, c'était, si tu veux, un prétexte. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer, tu vois. C'est tout. Ça veut dire, c'est l'obscurantisme, c'est quand même, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est, en général, l'obscurantisme, c'est la couverture d'une pourriture morale est très forte, tu vois. Ça veut dire pas juste de la naïveté, ou une volonté de facilité. C'est vraiment, en fait, une volonté derrière. Ça se cache toujours, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se cache toujours, en fait, une volonté même, tu vois, ça veut dire l'obscurantisme, c'est s'opposer, c'est une opposition, c'est toujours facile, c'est beaucoup plus simple d'être contre que d'être pour, et ça réclame beaucoup moins de pensée. Donc, ils sont contre tout ce qui peut changer, tout ce qui n'est pas machin, et ça rassure beaucoup, ça les rassure, et ça leur donne un côté clanique aussi d'être des gens qui pensent comme ça. Et donc, c'est de la méchanceté souvent, parce que, en fait, quand tu es dans l'opposition comme ça, systématique, c'est simplement une façon d'être méchant. C'est une manière de se défouler, de traiter les autres de trucs. Mais comment tu les entends quand ils parlent des Noirs et des Arabes, tu
tu t'arraches les cheveux, quoi. Tu te dis, mais c'est incroyable. Il y a des marottes partout, les mecs, ils se tapent là-dessus, mais comme si c'était une évidence biblique, quoi. C'est écrit, de toute façon, c'est des riens. Enfin bon, tu vois, c'est affolant. Et ça les rassure, ça les met dans un truc où bon, on est dans le camp du bien. Et... mais qu'est-ce que je te dis? Enfin, je vais pas aborder ça parce que pour moi, tu vois, c'est des trucs que j'ai envie d'oublier, quoi. Mais tu vois, ça veut dire, c'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il a parlé, parce que il a parlé de wokisme et que le wokisme, par définition, c'est un retour vers l'obscurantisme, quoi, par définition. Ouais, c'est ça, même dans les maths, ils veulent faire du wokisme maths maintenant. Je veux dire, ils sont arrivés à un niveau. Et comme les Russes, comme les communistes qui voulaient faire, il y avait une science communiste, une science prolétaire et une science bourgeoise. C'est la même chose. Ils sont arrivés là. Il va y avoir des maths inclusives, tu vois. Où les négatifs et les positifs ils seront égaux, tu vois. Non, mais ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, c'est comment les extrêmes se rencontrent, tu vois. Ça veut dire que, en fait, tu vois, ils se rencontrent dans l'obscurantisme, quoi. Ça veut dire, à la fin, le wokisme qui était à la base une volonté, tu vois, d'être super ouvert, etc., ça a amené, tu vois, en fait, l'obscurantisme, et qu'en fait, comme les orthodoxes, ou je sais pas quoi, comme, si tu veux, voilà, tous ces mouvements-là, c'est un retour en arrière, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que ça fait super peur, tu vois, mais je sais pas, la vraie question, c'est de savoir d'où ça vient, tu vois, parce que c'est complètement des non-sens, tu vois. C'est-à-dire encore, tu peux dire, OK, au niveau de l'orthodoxie, tu comprends le non-sens. C'est comme tu dis, ça rassure, tout ce que tu veux, etc. Mais dans le wokisme, moi, ce que je comprends pas, c'est que, si tu veux, parce que moi, je comprends ce qui attire dans le wokisme. Ça veut dire, moi, je comprends très bien. Parce que c'est quelque chose, en fait, tu vois, où on t'accepte tel que tu es. Et c'est quelque chose, en fait, à mon avis, qui vient vraiment en réaction aux modèles qui sont vraiment très rigides, tu vois, et inatteignables de la société moderne. Tu vois, ça veut dire que ce soit des modèles, tu vois, sexuels, des modèles, tu vois, moraux et tout. Ouais. Enfin, sauf si t'es normal, quoi. Enfin, c'est le code des éclopés, parce que si t'es juif ou si t'es blanc, si t'es blanc qui a réussi, si t'es un homme blanc, t'es mort. Ouais, non, parce qu'après ça a été une haine de celui qui a réussi. Mais si tu veux, dans le wokisme, il y a ça maintenant, parce que c'est comme disait le patriarcat blanc, tout ça, machin. Mais ça veut dire, je comprends d'où ça vient. Ça veut dire, parce que moi, je l'ai vu, quand tu vas aux États-Unis, tu comprends très bien d'où ça vient. C'est parce qu'en fait, si tu veux, les modèles, si tu veux, sociétal, tu vois, ça veut dire des mecs, tu vois, c'est vrai qu'en fait, un type normal, constitué, et que tu vois, un peu intelligent, il peut réussir très bien aux États-Unis. Le truc, c'est qu'en fait, la 90% des gens, ils n'y arrivent pas, tu vois. Et ça veut dire, mais ça les fait baver parce qu'ils voient les mecs autour, tu vois, qui réussissent. Et ça, tu vois, ça veut dire, et tu comprends en fait que tu vois, c'est comme si tu veux, il fallait bien, je sais pas, donner à l'autre consolation, un truc comme ça. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'est insupportable, on va dire, tu vois, ça veut dire, je comprends, tu vois, ça veut dire c'est vrai. Et tu vois, et donc en fait, je comprends d'où c'est venu en disant voilà, ok, t'es gros, j'en sais rien, t'es pauvre, ça veut dire j'en sais rien, tu t'es d'une minorité, tout ce que tu veux, tu parles pas bien l'anglais, tout, ça veut dire tous les défauts possibles et imaginables. Tu vois, ça veut dire qu'ils font que en fait, si tu veux, t'es pénalisé, et des défauts que tu peux toi-même, si tu veux, t'en débarrasser. Hein. Mais ça veut dire l'idée, c'est que tu vois, comme ces défauts-là, si tu veux, ils sont considérés comme, justement, ils sont, si tu veux, exclusifs, tu vois. C'est-à-dire, tu as qu'à regarder tous les films américains, tous les acteurs, tu vois, dans les années 90 jusqu'à tout ça, 2000, tout ça, c'est les mecs ils sont bons sous ton rapport, tu toujours machin, blablabla. Et ce modèle-là, il existe, tu vois, c'est pas un modèle rêvé. Ça veut dire que tu as, je sais pas, 5-6% de la population qui sont là-dedans, tu vois, qui ont leurs 5 millions de dollars, qui ont leurs trucs, qui sont, tu vois, bons sous ton rapport, qui vont à la gym, qui font trucs, où tu vois, c'est nickel chrome, tu vois, ça existe. Mais le truc, c'est que tu vois, et on fait rêver que tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est que tu vois les Américains dans la réalité, le fait est qu'ils n'y arrivent pas, tu vois. Ça veut dire la plupart, tu vois. Et ça veut dire, même si on te fait des discriminations positives pour aller à Harvard et tout ce que tu veux, il y a toujours réussir, tu vois, à te planter quelque part. Et tu vois, et le truc, tu vois, le truc, tu vois, c'est que donc, après, je comprends qu'on a dit, bon voilà, ok, donc, tu vois, comme c'est insupportable, tu vois, donc, en tous les cas, c'est super stressant. Même si c'est supportable, c'est stressant. Pour le loser, c'est stressant. Ou même, tu vois, ça veut dire, et c'est la grande majorité. Donc, en fait, c'est un gros, tu vois, c'est un gros, tu vois, c'est une grosse bouffée d'oxygène qu'on te dise, ah voilà, mais c'est pas grave, t'es gros, c'est pas grave, t'es bête, c'est pas grave, t'es pauvre, c'est pas grave, de toute façon, on est tous bien, c'est nous la population, c'est nous qui. Tu vois, je comprends le truc, tu vois, surtout quand tu habites aux États-Unis, tu comprends, c'est hyper libérateur de se dire ça. Ah ouais, c'est top, tu vois, maintenant, j'ai plus besoin, tu vois, de faire, tu vois, un truc pour essayer de me conformer à un truc de toute manière, ça vaut pas le coup, tu vois, surtout que le modèle lui-même, tu vois, tu vois, il n'est pas attirant pour tout le monde, au fond, tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, mais tu vois, c'est ça, donc je comprends d'où c'est parti, tu vois, ça veut dire, je comprends très bien
d'où c'est parti. Maintenant, le truc, c'est qu'après ça, tu vois, c'était pas la peine, tu vois, de faire de la révision historique, tu vois, d'arriver jusqu'à là où c'est arrivé, quoi. C'est-à-dire de faire de l'éducation sexuelle aux enfants de 3 ans, de faire des transgenders. Tu vois, ça veut dire, comme ça a continué par la suite en disant, ah ouais, ça veut dire, si quelqu'un, tu vois, ça veut dire, c'est parti complètement overboard, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a une dégradation, tu vois, c'est la deuxième étape du wokisme, où c'est devenu complètement, tu vois, chaque mouvement idéologique, il a forcément sa dynamique qui l'emmène de toute façon vers sa propre destruction. Tu ne peux pas avoir quelque chose de statique, si tu veux. C'est à l'image du monde, ça avance, quoi. Donc, voilà. C'est certain, si tu veux, que c'est certain que ça va dans l'excès jusqu'à que ça explose, quoi, que ça soit rattrapé par la réalité, quoi. C'est comme ça. Mais bon, ça, c'est le propre de tous les mouvements idéologiques. Je pense quand même que c'est quand même, tu vois, gros, tu vois, parce que je sais pas, pour moi, ça pose quand même un problème, parce qu'il y a quand même une sorte de, tu vois, comme je sais pas, tu vois, je sais pas comment dire, de bascule qui a été faite, tu vois. Ça veut dire, pour arriver, tu vois, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui avaient étudié à l'université et tout ça. Bien que la plupart, ok, c'est les sociologiques, c'était déjà un truc bien bancal, tu vois, à la base. Mais ce que je veux dire, honnêtement, moi, j'adore la sociologie. Ça veut dire, tu vois, depuis que je suis petit, c'est un des trucs que j'aime le plus, tu vois. Moi, j'adore, tu vois, Foucault, j'adore tout ça. Tu vois, même Bourdieu, tu vois, cette pensée, c'est une pensée, comment dire, subversive. Et c'est super intéressant, tu vois, et tout ça. Et moi, je trouve ça super porteur, tu vois. Ça veut dire, pour moi, c'est eux les continuateurs de Nietzsche et tout ça. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, moi, je m'en suis beaucoup inspiré, au fond, tu vois, à chaque fois. Mais ça veut dire, en fait, moi, c'est simplement, tu vois, en fait, tu vois, moi quand tu regardes mes shurim, en fait, c'est du Foucault, simplement, tu vas positiver, tu vois, ça veut dire, c'est comme Foucault s'il était religieux, quoi, tu vois, c'est tout. Et en fait, Nietzsche, tu vois, et c'est rien, tu vois, c'est un petit, tu vois, c'est 2 centimètres, tu vois, ça fait la bascule. Tu vois, mais c'est vrai, tu vois, mais c'est pour ça, donc moi, ok, je comprends que ça s'est dégradé, que c'est parti de là, mais qu'après ça a commencé à pervertir, tu vois, jusqu'à dire, ah, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, tu vois, et quand on arrive maintenant, tu vois, à changer, tu vois, ce qui est marqué dans les textes, faire du révision, tout ça, pour moi, c'est vraiment, parce que pour moi, ça veut dire, ouais, moi, ce que je pense que c'est beaucoup lié c'est porteur de sa propre destruction, si tu veux. Mais moi, quelque part, bon, bah, comme toutes les idéologies. Je pense que le monde, il a besoin des idéologies. En même temps, c'est fait pour explorer, on va dire, des domaines de l'humain. C'est fait pour embarquer comme ça. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer, à mon sens. Hein. Donc là, on est tombé là-dessus. Bon, voilà. Maintenant, nous, on en a vu beaucoup. On en a vu passer énormément. Ça nous plaît intellectuellement, les Juifs, si tu veux. Donc, les mouvements d'avant, voilà. Ils ne voulaient pas détruire le passé. Là, il y a un révisionnisme permanent. En fait, c'est l'URSS, c'est encore c'est les communistes, c'est-à-dire qu'ils effacent les mecs dans les photos. C'est le propre du totalitarisme, ça. Voilà. Refaire et même réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire, on connaît déjà. On n'a pas attendu pour ça. Ben oui, mais c'est ça qui fait peur. Avant, les mecs qui disaient je vais être socialiste, je vais être communiste, c'était. Pourquoi ça il n'y a pas eu de révolte quand les communistes sont venus au gouvernement avec Mitterrand? Parce que finalement, les mecs, c'était du vent, quoi. Ils voulaient être communistes, c'était juste des slogans, quoi. Il n'y avait pas de. Et là, on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus. Si tu regardes bien le trauma profond en ce moment qu'il y a, par exemple, sur Israël, moi, je suis sûr, si tu veux, qu'il y a une peur panique et traumatique comme ça dans la conscience de l'humanité, de voir ressurgir, on va dire, à travers Israël, de voir ressurgir des vérités, des choses qu'ils ont mis des siècles, si tu veux, un trauma, bon, qui est peut-être, on va dire, l'expérience du Mont Sinaï, et qu'ils ont mis des siècles à enterrer avec des couches et des surcouches. Et là, tout le monde, si tu veux, tout le monde a peur que ça revienne, c'est-à-dire qu'Israël soit plus l'objet des nations, justement, et que ça soit, on va dire, qu'il arrive en tant qu'entité à part entière, en revendiquant complètement son histoire, sa légitimité, etc., son lien complet avec cette terre. Et là, si tu veux, là pour moi, ça relève vraiment d'une véritable phobie, une paranoïa, quoi, quelque chose de très très profond, quoi. Ça n'a aucun lien avec le wokisme, quoi. Ça veut dire, c'est vrai. La seule ambition d'Israël, c'est de devenir un pays normal, entre guillemets. Voilà, c'est le seul truc, c'est d'être dans le concert des nations normalement, sans truc, en essayant d'en profiter pas mal.
C'est ce qui est bien, quoi, ce qui est normal, quand même, puisque c'est la logique. C'est la logique. Mais je pense que l'égoïsme, il voit ça comme ça. Moi, je pense qu'il a raison. Moi, je suis d'accord avec. C'est-à-dire que c'est sûr que tu vois que l'antisémitisme, de toute façon, il est mystérieux, mais c'est clairement qu'il est. Et en fait, c'est comme la Gemara le dit clairement que ça s'explique par le Har Sinaï et qu'il y a un traumatisme, en fait. Comme il a dit, tu vois, c'est un truc. C'est clair que si tu veux que la relation, si on recherche. Si on peut interpréter, mais on sort complètement du sujet du wokisme, mais ça je m'en fous, mais je le dis quand même. Mais ce qu'il a raison, Yves, de dire ça, c'est que si on interprète, si on cherche au niveau psychanalytique à comprendre l'antisémitisme, tu vois, ça veut dire que tout le monde dit, mais c'est un qui date depuis 2000 ans ou de 2000 ans, ou je sais pas quoi. D'où ça vient? Ça veut dire le mécanisme que si tu veux que tu retrouves, c'est un mécanisme traumatique, tu vois. Ça veut dire que normalement, cette manière de se comporter avec quelqu'un, en fait, c'est normalement au niveau psychanalytique, c'est l'expression d'un trauma. Et ça, c'est vrai ce qu'il dit. Maintenant, tu vois, c'est quand par exemple, tu vois, si jamais par exemple quelqu'un, pour donner un exemple, tu vois, en 2 mots, une meuf, tu vois, qui fait chier son mari, tu vois, à mort, c'est parce qu'en fait, tu vois, elle s'est fait, en général, ça peut être 10 000 traumas possibles, mais prenons l'exemple du genre en général, les meufs séparades, c'est beaucoup ça. Ça veut dire c'est parce qu'en fait, eux, leur père, il les a, tu vois, écrasés ou ils sont considérés comme de la merde. Donc, mais traumatiquement, elles ne peuvent pas accepter les trucs, donc elles vont faire chier leur mari à la place, tu vois. Et tu vois, mais grosso modo, ça c'est pour donner un cas, on va dire, voilà, schématique de qu'est-ce que c'est un trauma, tu vois. Mais c'est-à-dire, si tu veux, c'est la même chose en réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, que tu as subi et que d'une manière, tu vois, ça veut dire que tu n'arrives pas, si tu veux, comment dire, à simplement à donner un sens, tu vois. C'est se remettrait trop en question de pouvoir lui donner un sens. Donc, en fait, tu réagis, en fait, par des choses, tu vois, inconscientes que tu contrôles pas, tu vois. Et ça, et si tu veux, si tu veux, moi, je suis d'accord avec Yves, tu vois, ça, je pense que c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Et ça veut dire, je pense, que si on veut expliquer là une antisémite qui, normalement, est un mystère, c'est vrai qu'en fait, si on cherche, si tu veux, au niveau psychanalytique à l'expliquer, c'est ça ce que tu dis, c'est l'expression d'un trauma. Maintenant, quel trauma? Tu vois, c'est ce que Freud lui-même il a dit en disant voilà, ils ont tué leur père, tu vois, c'est le crime du père. Tu vois, c'est ce qu'il a cherché tu vois, Freud a trouvé à lui-même en disant c'est parce qu'on a tué Dieu, on a tué truc. Mais tu vois, bon, à mon avis, tu vois, d'abord, ça n'explique pas l'islam, tu vois, ça n'explique pas la haine des musulmans envers les juifs. C'est pour ça que, comme il dit, est-ce que ça voudrait dire en fait que le Mahamad Arsinaï, c'est vraiment un truc parce qu'on a l'impression, moi je te dis honnêtement, tu vas pour la vérité, c'est je pense que nous aussi, les juifs, si tu veux, on n'arrive pas. On a aussi un traumatisme du Har Sinaï. Et je pense que si tu veux, ça veut dire que nous-mêmes, je pense qu'on essaye de l'enlever de notre tête, tu vois. Je pense que tu vois que la raison pour laquelle, tu vois, la raison pour laquelle on fait tellement un truc sur la sortie d'Égypte, c'est pour enlever le Har Sinaï. Et tu vois, et même, je te dis, et même quand tu dis, mais parce que là où moi, tu as la plus à l'oreille, c'est quand tu vois que Maïmonide, tu vois, quand il dit sur le Har Sinaï, il essaie de faire un chapitre et il dit, ouais, c'est un truc complètement incompréhensible. Et on a l'impression qu'il veut dire, je sais pas si ça existait. Et si ça existait, en tous les cas, c'est quelque chose qu'on ne peut rien en apprendre pour le reste de l'histoire. Comme ça, il finit son chapitre sur le Har Sinaï. Tu te dis, tu vois, ça veut dire, parce que pour moi, c'est quand même, tu vois, un super, tu vois, ça veut dire, c'est un super, comment dire, d'accord, mais comme il n'a pas de titre, tu vois, donc tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un super révélateur de ce qui se passe dans la conscience des Juifs, tu vois. Maïmonide, il voulait réfléchir. Mont Sinaï, c'était une solution toute écrite, quoi. Je veux dire, ça, c'est complètement frustrant pour Maïmonide. Ouais, peu importe. C'est pas le fruit d'un raisonnement, c'est le fruit d'un truc qui arrive tout complet. Ouais, évidemment qu'il est complètement frustré. C'est ça ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit c'est impossible d'arriver à la prophétie d'une manière instantanée. Il dit. Mais ce que je veux dire, tu vois, à mon avis, c'est que tous les Juifs, en fait, tu vois bien qu'en fait, on fait très peu référence au Har Sinaï, tu vois, alors qu'on met tous la sortie d'Égypte. Et je pense que tu vois qu'en fait, nous-mêmes, tu vois, a priori, tu vois, c'est incroyable de penser ça à Shavuot, mais ça veut dire que nous-mêmes, en fait, on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire si ça a été un traumatisme pour les non-juifs, tu vois, ça montre à quel point ça a dû être, en plus, c'est un traumatisme même pour nous, quoi. Ça a dû être une expérience. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui est marqué dans les Midrashim, comme quoi Hachem, ça veut dire, il a proposé la Torah aux non-juifs, surtout, et qu'ils ont refusé et tout ça, que pour nous, ça nous paraît complètement bizarre. Mais il semblerait que quelque part, ça a dû être vrai, quoi. Ça veut dire, tu vois, je sais pas, c'est toi qui avais dit dans ton bouquin qu'il y avait une histoire comme ça, avec Vénus et je sais pas quoi, que, tu vois, après, tu vois, ça veut dire qu'en fait, ça veut dire, ouais, ça veut dire, non, c'est un truc comme ça, ça veut dire que c'est à prendre au mot, quoi. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, tu vois, a priori. C'est comme si Hachem, il avait donné un moment dans l'histoire, tu vois, ça veut dire une perche. Et qu'en fait, ça a été, et qu'en fait, quel que soit, je ne sais pas comment ni quoi, comment est-ce que eux, les Goïms, ils ont vécu le Mahamad Har Sinaï, mais en tous les cas, ils l'ont vécu comme si tu veux, comme une erreur, tu vois, de leur part, tellement grave, tu vois, comme quelqu'un qui se fait martyriser par ses parents, un truc comme ça veut dire quelque chose, tu vois, parce que le trauma, il vient du fait que, par exemple, la victime, elle se sent même responsable de son agression, tu vois, c'est-à-dire, etc., avec tout l'autre côté. C'est comme si, tu vois, en fait, il y a eu ça vraiment.
et que pour eux, maintenant, ils veulent, tu vois, ça veut dire que pour eux, c'est insupportable, et donc, ils veulent, tu vas le couvrir, comme tu as dit, c'est une très bonne interprétation, tu vois, c'est très fort. Tu vois, je ne sais pas si tu bois de l'eau, mais je ne sais pas si ça marche pour toi. Mais voilà, mais tu vois, je veux dire, c'est vrai qu'en fait, tu vois, c'est qu'il y a un traumatisme du Arsinaï et que nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, en fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre c'est quoi l'Arsinaï, mais c'est étrange, tu vois. On discute sur l'Arsinaï, on essaie. Complètement oublié. J'étais pris par le boulot. Ok, bah, c'est vrai. Je vous ai envoyé. Je ne sais pas si vous avez reçu le WhatsApp sur lequel je vous ai envoyé. Ça, vous l'avez reçu? Oui, mais j'ai reçu, mais je viens de voir que j'ai reçu quand je l'ai pensé. C'est pas grave, hein, c'est une grande mitzvah de guerre des malades. Ouais, mais c'est pas prévu. Le vendredi après-midi, je ne travaillais pas, mais là, j'étais obligé de travailler cet après-midi. Okay. Allez, je vous laisse bosser et je vous écoute maintenant. Ah, ok, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Non, j'écoute hein, quand même. Ok, d'accord. Okay. Je fais deux choses à la fois, j'ai deux oreilles. Ah, vous avez raison. Tu vois, je ne sais pas, mais j'en sais rien, mais je pense que c'est ce qui est. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il dit, c'est super vrai. C'est sûr que c'est de l'ordre du trauma. Je n'avais jamais pensé à ça, et c'est sûr qu'a priori, le trauma, c'est le même à l'Arsinaï, mais il faut comprendre qu'est-ce qui. Parce que tu vois, on voit pas, honnêtement, c'est-à-dire si on n'a pas vraiment de record, tu vois, il y a dû avoir quelque chose, tu vois, qui s'est passé chez eux très fort, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment, comme une sorte de point de tournant dans l'histoire, à cette époque-là, où en fait, ça veut dire qu'ils auraient pu prendre une direction et ils ont décidé de ne pas la prendre. Ouais. Et que cette, tu vois, je sais pas, mais je sais pas, tu vois, après ça, comme tu dis, on n'a pas de, tu vois, on n'a pas de record, tu vois, je sais pas. Tu vois, on n'a pas comment dire, de choses écrites sur ça, un truc pareil. C'est vrai qu'on te dit, voilà, c'est que les Égyptiens, il y a eu un truc monothéiste et tout ça, machin, blablabla. Il faut savoir ce qui s'est passé, tu vois, en Mésopotamie, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu vois, on a très peu de trucs. Et c'est pas, tu vois. C'est-à-dire, c'est intéressant, mais a priori, c'est ta raison dans ce que tu dis. Et a priori, tu vois, c'est sûr que nous-mêmes, on n'arrive pas à accepter le fait que on a du mal, en fait. Ouais. Parce que tu vois, en fait, tu vois, je sais pas, enfin, j'arrive que je finis ma phrase, je te laisse parler, mais ça veut dire, tu vois, parce que ce qu'on voit, c'est que moi, si tu veux un truc que moi j'ai compris, ça veut dire, j'ai toujours compris, et je pense que c'est la réponse à Maïmonide, moi j'ai l'impression que le Mamad Arsinaï, c'est quelque chose, tu vois, en fait, qui est vécu au quotidien de chaque instant, tu vois. Pour moi, c'est vraiment une manière de vivre sa vie, quoi. C'est soit tu as la révélation de Dieu en face de toi, et voilà, quoi, c'est tout. Tu vois, ça veut dire, tu dis, voilà, je respire, donc Hachem existe, parce que comment ça se fait que je respire? Ou tu vois, ça veut dire, ou même, tu vois, il y a une sorte de révélation, tu vois, d'un enchantement du monde, du fait qu'on est lié, tu vois, à la divinité, etc., et que ça se vit au quotidien. Mais c'est une manière de voir le monde, quoi. C'est un peu comme Einstein disait, tout est un miracle, ou soit rien n'est un miracle, soit tout est un miracle, mais ça veut dire, c'est décider de voir que tout est un miracle, on va dire. Et que ça veut dire, et tout ça, donc ça veut dire, c'est une manière d'être. En fait, tu vois, parce que moi j'ai toujours compris que l'histoire du Mamad Arsinaï, c'est pour ça en fait que c'est qu'en fait l'idée c'est qu'à mon avis c'est que ça veut dire pas la croyance mais même la conscience de l'existence de Dieu en fait pour l'humain elle est spontanée et évidente, tu vois. Pour moi c'est ça le Mamad Arsinaï. Ça veut dire et que tu vois et que c'est quelque chose tu vois en fait qui est tu vois quand on m'a dit voilà, celui qui étudie la Torah il voit la phase de la Shekhinah, celui qui donne de la Tzedaka il voit la phase de la Shekhinah. Ça veut dire, tu vois, en fait, c'est qu'en fait, il y a une conscience, en fait, naturelle, évidente, de la présence d'Hachem dans le monde, en fait. Et je pense que, après ça, comme tu dis, l'idée, c'est que cette conscience-là, elle peut être un peu traumatisante, tu vois, on va dire, et qu'on passe sa vie à essayer de la fuir, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, ça serait, pour moi, c'est comme ça que moi je verrais la chose, tu vois, parce que quand même on dit, ouais, tu vois, c'est un peu ça, c'est comme, parce que la question que lui se demande, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas prophète, il peut devenir prophète? Comment tu peux voir Dieu face à face, alors que tu n'as jamais, ça veut dire, t'es une femme de ménage ou un truc comme ça, ça veut dire, les femmes de ménage, mais ça veut dire, je sais rien, ça veut dire, voilà, t'es un joueur de football ou whatever, tu vois, ça veut dire, comment c'est possible, tu vois? Mais en fait, l'idée, c'est que oui, en fait, c'est une conscience évidente. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un moment dans l'humanité où les goïms, ils ont été confrontés à ça et ils ont décidé de ne pas vivre ça, tu vois, c'est possible, tu vois, je sais pas. Tu vois, en tout cas, c'est un truc comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement à Arsinaï qui a fait que cette conscience est devenue plus forte, tu vois? Elle est devenue, tu vois, elle est devenue, tu vois, comme si c'était quelque chose, tu vois, comme un événement traumatique, tu vois. Je
Je sais pas, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est sûr que tu as raison que c'est de l'ordre du trauma. Mais c'est vrai que je pense que nous aussi, on est traumatisés du harcèlement. Au fond, on voit bien qu'on essaie de faire l'impasse dessus à chaque fois, quoi. Et même si on fait, tu vois, c'est ce qui explique le veau d'or et tout ça, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire c'était traumatisant. Et donc, tu vois, le veau d'or aussi, c'est l'expression d'un trauma aussi. Moi, ça, c'est 100%, tu vois. Ça, c'est quand, ça veut dire un mec qui, tu vois, ça veut dire qu'il va faire, pourquoi tu vas faire le veau d'or après avoir reçu l'étape de la loi, ou après avoir le Mahamad en Sinaï, c'est parce que c'est une expérience tellement forte, etc., que tu as besoin, en fait, si tu veux, tu vois, de t'en échapper pour exister, quoi. Donc, tu vas faire un truc contraire, quoi. Comme les adolescents, comme ça, tu vois. Je sais que j'en sais rien, tu vois, c'est sûr, tu vois, c'est sûr. Donc, pour nous aussi, ça a été un traumatisme, et c'est peut-être ça l'histoire du veau d'or. Et qu'on est encore dans ce traumatisme, quoi. Mais bon, je sais pas, tu vois, non, tu vois, je sais rien, je sais pas, tu vois. Pour moi, c'est étonnant, mais c'est sûr que c'est étonnant de savoir comment est-ce que les goïms, ils ont une conscience de ça, tu vois. Comment, tu vois, ça veut dire d'où, par quoi, est-ce que c'était, tu vois, quel type de révélation c'était. Tu vois, c'est bizarre. Hein. Aujourd'hui, on a plus. À l'époque, on peut se poser la question. Aujourd'hui, il n'y a plus. Maintenant, enfin, globalement, Abraham avait raison. Moshe avait raison. Les 10 commandements ou le code pénal, aujourd'hui, bon, voilà, patato patata. Hein, franchement, il n'y a pas de différence. Oui, non, c'est inspiré l'un de l'autre. Hein, c'est vachement inspiré, quoi. Donc, je pense que la frustration, ils l'ont, que voilà. Maintenant, on voit bien que les Juifs avaient, entre guillemets, raison. En tout cas, ils avaient une bonne inspiration et qu'ils n'ont pas eu, quoi. Et puis après, je pense que c'est ça la frustration. Quant à la frustration des Juifs, elle vient de, enfin, je sais pas, l'histoire du monde qui était retourné, là, que marche ou crève. C'est quand même un premier contact un peu frustrant. Je comprends qu'il y a un trauma après ça, quoi. C'est pas un choix, c'était pas un truc. A priori, bon, j'ai l'impression quand même, tu dis que si ça a été présenté aux 210 nations et qu'ils n'ont pas voulu, a priori, nous non plus, on n'a pas voulu. C'est ce que la dit dans Nazara. Est-ce que tu leur as mis la montagne sur les trucs? Voilà, c'est ça. Et après, ils disent, ouais, on va essayer. C'est là où se cache les répond pas, etc. Ouais, ok, mais enfin bon, on voit bien que c'est pas. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais toi, tu dis le trauma, il vient du fait qu'en fait, ils voient que les Juifs ont raison et qu'ils n'ont pas. Ça veut dire que ça serait un truc de cette sorte. Ouais, en tout cas, en plus, le problème, c'est qu'on ne sait pas, nous, pourquoi on a raison. C'est un jeu de double aveugle, quoi. Chacun, on va dire, on ne sait pas exactement pourquoi on a raison. Bon, on soupçonne, c'est un sentiment, c'est une compréhension aussi. C'est une compréhension aussi, parce que moi, j'avais un copain qui disait que la Torah, c'est de la base. Ça veut dire que c'est complètement, si on cherche bien, il y a une cohérence absolue, etc. Et donc, c'est témoin de la vérité, ne serait-ce que le fait que c'est une tradition qui se soit maintenue complètement intacte, plus ou moins, et qu'on est relié à cette chaîne de tradition depuis 3500 ans. Donc, tout ça, il y a des phénomènes qui sont absolument uniques, mais bon, le fait est que, bon, certainement peu de gens qui atteignent cette conscience vraiment d'être juifs et qui sont incapables. La plupart des gens sont instrumentalisés par ça et ils sont absolument pas, on va dire, maîtres, parce que le problème, c'est que c'est pas un truc que tu peux lâcher, quoi. Ça aussi, on a constaté, tu peux pas démissionner, tu peux pas te tirer de là. C'est pour ça que je me marre quand il y en a qui veulent se convertir au judaïsme, là, mais c'est des inconscients, quoi. C'est vraiment de la folie, quoi. Moi, je déconseille à chaque fois, je prends un parti peu parce que c'est vraiment bon. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche très audacieuse, quoi, pour pouvoir se raccrocher à ce wagon-là. C'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, T'as raison, c'est bien qu'on parle sur le Mahamad Sinaï, etc. Mais je pense que tu vois, il y a quelque chose en fait à creuser là-dedans, c'est sûr, tu vois. Et je comprends ce que si tu dis que peut-être c'est parce qu'ils voient que le Mahamad Sinaï est en train d'arriver. Ça veut dire ils voient qu'en fait ça se réalise et plus ça se réalise, plus ils sont traumatisés. Mais je pense qu'il doit y avoir un traumatisme à la base, quoi, parce que sinon, tu vois, ça devrait y avoir de l'admiration, il ne devrait pas y avoir, tu vois, si tu veux, de la haine comme ça, etc. C'est sûr qu'il y a un traumatisme. Tu vois quelque chose, tu vois. C'est évident. Et il y a une volonté d'effacer le passé, comme pour tous les traumatismes, quoi. C'est bon. Je veux dire, là, ça a été un traumatisme général parce qu'en fait, le Mahamad Sinaï, ça a été une novation dans l'humanité. Et on est toujours dans ce monde-là, en fait. Il n'y a pas eu d'autres novations depuis. Je veux dire, on est toujours dans cette
dans cette équation-là. Et voilà, quoi. C'est le retour du réel, c'est la confrontation Mahamad-Arsinaï, quoi. Et je veux dire, au fur et à mesure, moi, je pense qu'il y a une accélération, comme l'accélération de l'histoire, c'est pour nous remettre au pied du mont Sinaï. À un moment, il y aura un jugement comme ça à nouveau, c'est ça le jugement. C'est ça. Il y a eu un jugement. Alors, qui avait raison, qui avait tort, peut-être, c'était peut-être arbitraire aussi d'une certaine façon. Il y a un arbitraire qui s'est décidé et qui est tombé sur les Juifs comme ça. A priori, hein, c'est l'histoire des anges là, qui critique Hachem de tuer les Égyptiens. Tout le monde était idolâtre. Il y a eu un choix, quelque chose qui s'est mis là. Et voilà, c'était un jugement, une révélation qu'on a tous essayé d'enterrer, mais on est ramené en permanence au pied du mont Sinaï. Chaque génération, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, chaque génération, à chaque instant, c'est ça la confrontation. Quand on est confronté à un jugement, un dévoilement, comme ça, c'est ça leur Sinaï, c'est le dévoilement suprême, quoi. Je comprends ce que tu dis. Je sais pas. Là, ça veut dire, ok, je comprends. Mais toi, tu veux dire, si on peut faire le calcul par rapport un petit peu à ce que tu as dit, ça voulait dire que si, par exemple, les idéologies, en fait, elles deviennent toujours fondamentalement totalitaristes et même révisionnistes à un moment donné, c'est parce qu'en fait, il y a une sorte de traumatisme devant une vérité, en fait, qu'ils ne veulent pas voir, quoi. Et tu vois ce que tu veux, c'est ce que tu veux dire. Ça veut dire, en fait, que ok, c'est vrai que, disons, on va dire, le wokisme, ça commence par le fait d'accepter les gens tels qu'ils sont, etc., et d'essayer de briser, en fait, les modèles de la société moderne qui sont liés, en fait, des modèles, on va dire, du christianisme, peu importe, mais des modèles inatteignables ou difficiles. Au début, ça part d'une bonne intention. Si c'était, en fait, on va dire, si c'était géré, quoi, normalement, ça devrait pas arriver à l'obscurantisme, à la maladie mentale, au totalitarisme, etc. Mais comme, en fait, il y a le trauma de il y a le Arsinaï et ça veut dire on ne peut pas voir le Arsinaï, donc on est obligé en fait nécessairement à chaque fois de tomber dans une sorte de partir dans un autre extrême, dans un tu vois par le trauma, donc d'effacer le passé, de rentrer dans un autre totalitarisme qui à terme va amener encore une explosion, etc. quoi. C'est ça ce que tu voudrais dire. Ouais, c'est possible, tu vois, ça veut dire ça expliquerait beaucoup de choses. Mais bon, comme tu dis, on explique tout en disant qu'on ne sait pas pourquoi, parce que la question, elle est vraiment de dire pourquoi, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que, tu vois, ça veut dire que tu bascules. C'est comme si à un moment, toute réflexion philosophique, si c'est pas celle de la Torah, à un moment, elle bascule dans la folie, quoi. C'est bizarre, tu vois. C'est super bizarre. Oui, parce que derrière chaque totalitarisme, à la base, il y a une vérité. Donc, une vérité, le Mahamad Arsinaï, c'était certainement une expérience où on est confronté à toutes les vérités. Donc, je pense que tout le phénomène historique, il y a quand même quelque chose d'une appropriation progressive, on va dire, des aspects de la vérité comme ça, qui sinon toutes les idéologies ou tous les mouvements, on va dire, dans lesquels l'humanité à essayer de se confronter, peut-être pour les purger, pour purger ce traumatisme au fur et à mesure. Et c'est pour ça que ça se termine, on va dire, dans la violence et la déliquescence, quoi. Parce que le fait d'expurger et d'en faire le tour, quelque part, parce qu'on voit qu'après, les gens arrivent, je veux dire, la génération d'après, elle arrive à jeter un regard, on va dire, de condamnation sur ces idéologies. Elle sort, elle en a fait le tour, elle n'est plus là-dedans. Bon, après, on retourne comme ça. Je ne sais pas jusqu'à quand et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire comme parcours, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. Voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Non, ce que tu dis, c'est très fort. C'est surtout, ça nécessite beaucoup d'émouna qu'en général, tu vois, ça veut dire. Il y a peu de juifs qui l'ont, quoi. Ça veut dire, tu vois, je pense que nous, on a beaucoup d'émouna, en fait, dans le fait qu'Hachem existe, sur la sortie d'Égypte, sur l'existence d'Israël, même sur la vérité des mitzvot. Mais en fait, si tu veux, les mitzvot, elles n'ont même pas été données au Sinaï, tu vois. Elles ont été données, on va dire, tu vois, après, quoi. Tu vois, quand Moshe est dans le désert, tu vois, etc. Et ça, en fait, les juifs, on va dire, orthodoxes, etc., ils n'ont aucun problème avec ça. Et je pense que, comme dit le Sinaï, ça reste quand même un truc, tu vois, je sais pas comment dire, parce que on n'arrive pas à lui donner un sens au Sinaï. C'est ça la difficulté. C'est comme dit, c'est comme c'est quelque chose, tu vois, une expérience intense, tu vois, qu'on sait, tu vois, ça veut dire qu'on sait pas. Et a priori, on a l'impression que c'était même pas dans le plan d'Hachem de donner la Torah à Sinaï. C'est Moshe qui a demandé, c'est Moshe qui a fait une condition en disant, je veux les sortir d'Égypte que si jamais tu fais le Mamad Sinaï. Et Hachem, il a dû accepter le deal, tu vois. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il avait comme leverage contre Hachem, tu vois.
Ça veut dire, ok, je vais pas sortir les Juifs, j'envoie quelqu'un d'autre. Tu vois, ce qu'il dit Moshe, envoie quelqu'un d'autre. Et c'est comme si Moshe, Hachem, tu vois, il n'avait pas le choix d'envoyer, il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre, quoi. C'est super bizarre. C'est vrai que c'est ça le vrai problème, quoi. Si tu réfléchis sur l'arsenal, tu vois, c'est pourquoi est-ce que Moshe, tu vois, et comment Moshe, il peut leverager. Mais ben, sinon, je ne vais pas. Ah, ok, je suis obligé. C'est quoi le deal à actuer ma main d'Arsinaï? Tu vois, c'est. Ça veut dire, ok, j'envoie quelqu'un d'autre, tu vois, n'importe quel. Tu vois, en plus, c'est même pas encore engagé, quoi. C'est un entretien d'embauche, quoi. T'as un candidat, tu vois, ça veut dire en plus, tu avais plein d'autres candidats possibles, tu vois. Je vais dire comme ça, tu as Aaron, déjà le premier, mais j'imagine que tu avais plein d'autres types, tu vois, qui auraient fait le job. Je veux dire, c'est pas difficile, on te donne tout plein pouvoir à faire des miracles comme tu veux, tu vois, ça veut dire, ça veut dire tout la terre, tout la mer, tu fais ce que tu veux. Tu vois, comme si tu vois, c'est pas difficile. Deux flacons. Tu vois, c'est pas difficile de, tu vois, c'est pas difficile de, comment dire, tu vois, de trouver un, tu vois, ça veut dire même le Midrash, il y a plusieurs fois, j'ai d'autres personnes que j'aurais pu envoyer à ta place, mais là, on a l'impression que Moshe, tu vois, Hachem, c'est comme si il est, tu vois, il est bind, tu vois, ça veut dire, il est obligé d'accepter le deal. Ouais, je comprends, ça veut dire, je comprends pourquoi. Ça veut dire, le deal, en fait, il vient parce qu'en fait, comme Moshe, c'est un envoyé, il a peur qu'on le déifie. Donc, il dit, en fait, si moi, je vais avoir plein pouvoir maintenant sur le ciel, la terre et tout ça, et que je vais être comme un dieu, alors, et ça, il veut pas. Ça veut dire, donc, si tu veux passer, tu dois passer par là. En fait, c'est l'idée, le problème du Mammon Arsinaï, ça vient en réaction du fait qu'Hachem, il a dû passer par un homme pour libérer les Juifs, tu vois. Ça veut dire, c'est à cause du Sauveur. C'est-à-dire, le Mammon Arsinaï, c'est ce qui vient contre le Sauveur. Tu vois, c'est comme ce qui vient contre le Mashiach, en fait. C'est comme si, tu vois, ça veut dire, c'est ça le deal. Enfin, Moshe dit, ok, je vais te donner, tu vas sauver les Juifs, qui que ce soit, en fait. Moshe, Hachem, il est vraiment bloqué parce que même s'il avait choisi un autre type, qui leur donné plein pouvoir, le type, s'il avait un petit peu d'honnêteté, il était obligé de dire, ok, toi, Hachem, tu vas te révéler à un moment parce que sinon, c'est clair qu'ils vont croire que c'est moi, tu vois. Et en fait, donc, c'est ça, en fait, ça vient à cause de ça, quoi, a priori. Et donc, tu vois, l'idée, c'est, ok, mais la question, donc ça vient de là, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem a besoin d'envoyer un envoyé? Pourquoi est-ce qu'Hachem pouvait faire venir les grenouilles et tous ces petits machins-là direct, sans avoir besoin d'un mec qui fait une mise en scène avant? Ça veut dire, on va lever ton bateau, il faut venir en rêve à Pharaon, tu vois, comme il a fait quand il a pris Sarah, quoi. Lui-même, il est venu à Pharaon, il lui dit, voilà, si tu ne libères pas les Juifs, truc bidule. Et puis après, Pharaon, il ne change pas d'avis, il envoie les autres macotes. Il n'y a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour parler, tu vois, ça veut dire pourquoi. Tu vois, ça veut dire pourquoi, quel est le rôle de l'envoyé, tu vois. C'est ça tu vois, c'est ça en fait, c'est ça en fait. Le Mammon d'Arsinaï, a priori, ça vient par rapport à ça, quoi. Et ça marcherait très bien aussi avec le fait d'Israël qui est l'envoyé d'Hachem vers les nations. Tu vois, c'est un truc comme ça. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, ça veut dire que nous, normalement, on doit être un peuple de prêtres, tu vois, Mamlakat Kohanim, Goy Kadosh. C'est-à-dire que normalement, on doit être ceux qui sont les intermédiaires entre Hachem et les nations. Et en fait, l'idée, c'est que tu vois, c'est comme on a l'impression que le Mammon d'Arsinaï, il était là, en fait, pour que, en fait, on ne nous prenne pas pour Dieu, quoi, grosso modo. Et qu'en fait, quand les Goïms, en fait, ils ont refusé ça, ils n'ont pas voulu voir ça ou quelque chose comme ça, ça a mis une situation avec les Juifs, tu vois, très intenable, parce qu'en fait, ils ont besoin des Juifs pour être, si tu veux, les intermédiaires entre eux et Hachem, tu vois, de construire le temple, qui doit être pour toutes les nations, la terre d'Israël. En fait, ça doit être une métropolis, tu vois, les Goïms, comme il y a marqué, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'époque de Shlomo, ça doit être un truc international à la base. Les Juifs, tu vois, c'est des ambassadeurs d'Hachem dans le monde, quoi. C'est comme le Vatican, c'est ce qu'ils font les chrétiens, quoi. Ils ont pris ça, tu vois, les catholiques. Mais en fait, le truc, c'est que voilà, c'est eux maintenant qu'ils ont ça peut marcher que si tu acceptes qu'il y a une révélation d'Hachem, tu vois, transcendante, qui te permet de ne pas prendre l'envoyé comme l'envoyeur, tu vois. Et comme eux, ils n'ont pas accepté cette révélation, donc finalement, avec les Juifs, ils peuvent que vouloir les détruire, ou tu vois, c'est-à-dire c'est soit on veut les tuer, soit on veut les déifier, quoi. Ils sont dans cette optique, quoi. Soit c'est Dieu, soit on les tue. Tu vois, c'est un peu, ça expliquerait même le lien avec la faute du veau d'or, parce que Moshe disparaît et ils disent, mais où est Moshe, tu vois, où est l'envoyé, tu vois, et il est mort, tu vois, et un truc comme ça, tu vois. C'est comme si, tu vois, c'est soit tu l'envoies, ça veut dire, si on ne reconnaît pas la révélation d'Hachem directement, alors l'envoyer, soit il faut le tuer, soit il faut le remplacer ou quelque chose comme ça, mais ça veut dire, c'est plus possible, quoi. Ça veut dire, l'envoyé, il devient, comment dire, problématique, il devient traumatique si jamais on n'accepte pas la révélation, tu vois, d'un Dieu immédiat, quoi, tu vois, qui est au-dessus de tout, quoi. Et
C'est un truc comme ça, tu vois. Un truc c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, tu vois. Mais la question vraiment de base, c'est pourquoi Hachem il a envoyé un envoyé, quoi. Pourquoi il avait besoin de, tu vois, ça veut dire de faire passer un intermédiaire. Surtout que tu as l'exemple, tu vois, c'est la sortie d'Égypte, tu vois. Hachem il apparaît à Pharaon en rêve quand il capture Sarah, tu vois. A priori, la capture de Sarah, c'est clairement une allégorie, en fait, de la capture d'Israël plus tard par Pharaon, etc. Qui, tu vois, qu'en prison, ça ressemble, tu vois, il y a la Sarah, tu vois, tout le monde, c'est dans le Midrashim, quoi, c'est pas. Et en fait, la grosse différence, si tu réfléchis, c'est que quand Hachem, il va parler à Pharaon pour dire de libérer Sarah, il lui dit simplement, voilà, cette femme, elle est mariée, c'est un peu qu'on a vu dans le cours, la Salarba, Beoula de Baal et compagnie, et donc, voilà, donc, et tu vois, et Pharaon, il accepte, tu vois, c'est tout. Mais là, il aurait pu venir en rêve à Pharaon et dire, voilà, libère les Juifs, toutes les merdes qui arrivent, c'est à cause de ça, et Pharaon, il aurait pu dire oui ou non. Il n'avait pas besoin d'envoyer un être humain, tu vois, Prince Moshe pour lui dire, voilà, tu vois c'est la question, pourquoi tu donnes les pleins pouvoirs à un homme, tu vois. Tu vois, ça veut dire, c'est clairement, on voit bien qu'il y a une mise en scène pour dire que c'est Moshe qui a le pouvoir. Ouais, mais c'est-à-dire que le statut a changé, c'est une famille. Quand il y va pour parler quand il parle de Sarah, il parle d'un couple, en fait, d'une famille de rien, quoi. Un peuple, c'est autre chose. Je veux dire, je pense pas que ce soit les mêmes. Oui, mais Hachem, il pouvait parler à Pharaon directement. Je veux dire, tu vois, moi, je pense qu'il pouvait lui apparaître en rêve, par exemple. Ça veut dire, c'est vrai que l'idée de dire que de donner les pleins pouvoirs, parce qu'on voit bien que toute la sortie d'Égypte, et même après dans le désert, il y a une super grosse mise en scène pour dire que Moshe, tu vois, c'est lui Dieu, quoi. Parce qu'il doit, tu vois, toutes les macotes, elles arrivent quand lui, il doit frapper son bâton, tu vois, quand ils sont devant la mer, tu vois, c'est Hachem, tu vois, les Juifs, ils prient. Et tu vois, donc normalement, tu vois, Hachem, il dit, OK, j'écoute votre prière, il ouvre la mer, s'il veut pas mettre le doute. Tu vois, mais il dit non, il dit à Moshe, non, prends ton bâton, dis-leur d'arrêter de prier, prends ton bâton, frappe la mer. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu montes? C'est Moshe qui ouvre la mer, tu vois. Et tout est fait comme ça dans les pluies d'Égypte, tu vois. On va devant Pharaon, on va frapper avec le Nil, on va jeter la poussière, c'est la mise en scène, elle n'est pas simplement, tu vois, ça veut dire, le rôle de la mise en scène, c'est plus, tu vois, de dire, c'est moi, c'est Moshe Dieu. Tu vois, même dans les versets, il y a marqué ça, toi tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Tu vois, un truc comme ça. Et c'est marqué dans le verset, tu vois, c'est marqué clairement, tu vois, Rachid dit non, Dieu, mais ça veut dire que quand tu questionnes l'histoire, et tu vois bien que c'est ça ce qui donne le Mamad Arsinaï, parce que Moshe, il accepte le job à condition d'avoir le Mamad Arsinaï, ce que tu comprends vraiment bien, parce que, en fait, ça veut dire qu'il ne voulait pas justement prendre la place de Dieu, quoi. Et ça veut dire, et la question, c'est pourquoi Moshe Hachem, il est obligé d'entrer dans ce deal-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, il aurait pu faire le truc direct, tu vois, ça veut dire, ou même s'il voulait un envoyé, il pouvait avoir un envoyé, tu vois, comme Aaron, que c'est plutôt, tu vois, je sais pas, c'est comme, j'allais dire, j'ai oublié son nom. Ça veut dire, si tu veux, c'est un premier, comme vous avez c'est un premier ministre de pacotille, tu vois, ça veut dire, Aaron, c'est le mec qui est, tu vois, ça veut dire low profile, tu vois, je fais ce que Hachem dit, je suis les ordres, c'est tout, tu vois, ça veut dire qu'il en fait, tu vois, c'est pour ça que Moshe, c'était un vecteur mimétique, si tu veux, qu'on ne peut pas s'approprier comme ça une expérience, on va dire, de l'absolu, comme ça. Je veux dire, la conscience humaine, elle est obligée pour se poser quelque part, d'avoir un semblable. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas s'en passer d'une certaine façon. Maintenant, la volonté, effectivement, que Moshe, il a eu de vouloir peut-être faire revivre l'expérience qu'il a lui-même vécue au buisson ardent et la faire revivre comme ça à une multitude, ça, c'est une véritable innovation. C'est lui qui a proposé l'idée. On voit qu'il y a cette bascule en permanence, puisque je crois que c'est au moment de Josué, etc. On lui dit que c'est un espèce de super ange qui va maintenant prendre les commandes, etc. C'est pas Dieu lui-même qui va. Ça devait être difficilement supportable, ou lui peut-être n'était plus au niveau, on va dire, par rapport à Moshe, de pouvoir combler tous les vides, quoi. Et je ne sais pas, parce que précisément, enfin bon, Moshe, il avait l'air de laisser de la place, d'être le plus humble, etc., alors que Josué, lui, était plutôt prototypé pour aller rentrer dans l'histoire et massacrer allègrement. Enfin, je veux dire, avoir un véritable rôle historique, alors que Moshe, on va dire, il est complètement, c'est spectral, quoi. Je veux dire, bon, il est là, il donne la loi, etc., mais tout ça, ça reste, je ne sais pas, c'est comme les grands législateurs, si je puis dire. Tu vois ça aussi dans les
chez les Grecs et compagnie, ils ont tous mais c'est de l'ordre du mythologique, même c'est peut-être on ne sait pas, ils ont existé. Je ne sais pas pourquoi le côté législateur suprême comme ça, celui qui va donner les codes dans un pays, ça doit être quelqu'un, on va dire, qui a demi dans la mythologie, enfin, je veux dire, ou quelqu'un comme ça, un personnage mythique, même si on soupçonne qu'ils aient existé. Mais il y a une espèce de dimension comme ça qui est, c'est intéressant. C'est intéressant. Attends, quand tu dis ça, ouais, je sais, je sais pas. Ah non, non, je sais, pour moi, j'en sais rien. Pour moi, ça c'est une question. Je sais pas. Je sais pas, non, c'est pour moi, c'est pourquoi ce qu'il avait passé. Je sais pas si c'était pour donner la loi. J'ai pas l'impression que le problème c'était la loi, tu vois. Tu vois, je pense pas que le problème c'était la loi. Je pense, je sais pas, c'est compliqué, hein, c'est vraiment, tu vois, je pense que l'idée de l'envoyer du chaliard, c'est vraiment un truc, tu vois, tu vois, que j'avais des idées, mais j'ai oublié le truc, tu vois, mais ouais, je sais pas, ouais, je me rappelle, l'histoire, c'est que Hachem lui-même, en fait, en créant l'homme, il avait créé un envoyé pour être métaquel le monde, tu vois, c'est un peu plus ça que, je sais pas si c'est qu'on avait fait l'histoire de Yiboum, qu'il disait qu'en fait, que le Mashiach vient par le Yiboum parce que c'était des enfants pour quelqu'un d'autre. Et que l'idée, c'est de faire quelque chose par procuration. En fait, c'est ça ce qui est, tu vois, c'est plus fort ou j'en sais rien, tu vois, que de le faire soi-même. C'est un truc, tu vois, et c'est ça l'idée, qu'Hachem, quand il crée le monde, il aurait pu faire le monde parfait, ou peu importe s'il pouvait ou pas, mais en tous les cas, il procure le pouvoir à Adam de terminer le monde, de construire le monde. Et donc, en fait, la création même de l'homme, c'est envoyer une procuration, quoi. Comme si c'est l'idée. Donc, j'en sais rien, tu vois. Donc, on a l'impression, je sais pas, tu vois, mais c'est quand même très étrange, tu vois. Parce que c'est vrai, ça voudrait dire en fait qu'Hachem, en fait, ils veulent que l'homme il ait le pouvoir, quoi, grosso modo. Que la révélation, c'est juste c'est juste ce qui permet, en fait, ce qui va permettre à Hachem de donner à l'homme le pouvoir. Et tu vois, ça veut dire, on voit ça quelque part. Ça veut dire, si on veut être optimiste, on voit ça. C'est-à-dire qu'on voit que plus l'homme, en fait, si tu veux, il avance dans la science, et en fait, si tu veux, Hachem lui donne le pouvoir, en fait, sur le monde, tu vois, de faire des choses, tu vois, tu vois, je sais pas, de faire des transformations. En fait, plus la conscience, tu vois, d'une vérité absolue, du divin, si tu veux, elle apparaît aussi en parallèle, quoi. Ça veut dire, comme il a dit Thierry, quoi, je veux dire qu'aujourd'hui, on n'est pas quand même, tu vois, chez les sauvages, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, il y a quelque chose qui fait que, tu vas me dire, les nazis, c'est des contre-exemples, mais on peut dire que, tu vois, les contre-exemples, c'est que des périodes de crise, c'est pas des périodes, en fait, c'est pas le chemin linéaire de l'histoire, quoi. En fait, c'est un truc comme ça, et qu'au fond, Hachem voulait donner le pouvoir. Ça veut dire c'est une volonté de donner le pouvoir. En fait, le but, en fait, peut-être c'était pas la sortie d'Égypte, tu vois. Le but, c'était que tout le monde puisse ouvrir la mer, tout le monde puisse ouvrir la terre, que tout le monde puisse, tu vois, ait le contrôle en fait sur la nature. Et que en fait, c'était Moshe, en fait, c'est le prototype de celui qui a le contrôle sur la nature et qui voulait expliquer ce que l'homme il devait tendre à faire, quoi. La sortie d'Égypte, en fait, est l'accessoire dans l'histoire, dans ça. Et que ça, en fait, ça se fait, c'est possible qu'en parallèle d'une conscience, tu vois, on va dire de plus en plus, on va dire absolue et on va dire évidente de l'existence d'Hachem dans l'univers, etc., de tout ce qu'elle implique, tu vois, et que c'est possible qu'au fond il y a une corrélation malgré les contre-exemples qu'on voit. C'est-à-dire, on voit, ça va être optimiste, on voit que depuis qu'il y a la bombe atomique, les gens, ça veut dire qu'ils ne l'en sont pas, à part que les Américains qui l'ont fait une fois, quoi, ça veut dire qu'ils ne l'ont pas refait, quoi. Il y a une sorte de, tu vois, malgré tout, il y a une sorte de progrès humain qui est lié au progrès de la science, quoi. Tu vois, un truc comme ça, qui est le progrès de la science, qui est la manière qu'Hachem donne à l'homme de prendre le pouvoir sur la nature. C'est possible, tu vois, c'est possible, tu vois. Et que voilà, j'en sais rien, après. C'est aussi intéressant de voir que. Ouais, non, c'est un truc. C'est possible. Mais c'est possible que les goïms ont du mal à voir ça, quoi. Ça veut dire ils ont du mal à voir. Ça veut dire avoir une corrélation en disant voilà, en fait, ça veut dire si on découvre des choses, si on comprend des choses, c'est parce qu'en fait, au fond, on a une révélation d'une existence absolue qui nous dépasse, quoi. Et qu'on ne pourrait pas, en fait, faire l'un sans l'autre. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, c'est ce qui expliquerait, en fait, tu vois qu'il y a une difficulté si tu veux, mettre comment dire, à donner tu vois, c'est à relativiser, en fait, les découvertes. Tu vois, qu'elles soient scientifiques ou morales. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va toujours les systématiser parce qu'en fait,
on n'est pas capable de penser que si on a découvert ça, c'est parce qu'en fait, il y a une vérité absolue de l'autre côté qui nous confère cette, si tu veux, cette capacité à découvrir ou à comprendre. Et qui tu vois, que c'est dépendant, quoi. Ça veut dire, c'est justement, on peut comprendre quelque chose que parce qu'on l'a pas systématisé, quoi. Un truc comme ça, tu vois. Mais j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu vois, mais, ouais, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Ça veut dire, a priori, c'est ce qu'il faudrait dire, quoi. Ça veut dire, si on veut centraliser le Mamad Har Sinaï, si on veut dire que le but de la sortie d'Égypte, c'était le don de la Torah, ça veut dire, en fait, mathématiquement, que le but de la sortie d'Égypte, c'était aussi, tu vois, de créer Moshe, quoi. Et que, en fait, tu vois, et que ça peut avoir un sens que si, en fait, le but de Moshe, c'est de donner un exemple pour tous les humains, quoi. Qu'on soit tous comme lui, avec tous les pleins pouvoirs délégués par Dieu, quoi. Et qu'en fait, voilà, que c'est possible, voilà, que c'est possible, en fait, ça, que en fait, si on a une conscience, en fait, absolue de l'existence de Dieu, comme une expérience, même collective et évidente, et tu vois, indépassable, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Un truc comme ça. Ça expliquerait aussi, tu vois, pourquoi les goïms, en fait, ils attendent que les juifs, ils aient des pouvoirs surnaturels. Ils leur confèrent ça, parce que pour eux, tu vois, ça veut dire pour eux, ça peut être ça que, tu vois, ça peut être que ça, les juifs. C'est-à-dire pour eux, c'est un juif, ça doit être quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, puisque l'envoyé de Dieu, il doit être nécessairement, tu vois, il doit être capable d'ouvrir la mer, il doit être capable d'ouvrir la terre, il doit être capable de tout faire, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça expliquerait plein de choses, tu vois, comme ça, tu vois, il confère ses pouvoirs aux Juifs, tu vois. Ça veut dire d'une manière complètement aberrante, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, c'est. Non, ils l'ont fait aussi avec Jésus. Ils ont donné oui, les Juifs. Si tu veux, c'est juste, c'est comme ils disent, c'est les Juifs, c'est le Juif, hein, c'est tout. Pour eux, tu vois, ça montre l'histoire, tu vois, c'est ça. On défie le Juif, quoi. Ça veut dire, et après ça. Et voilà, et s'il n'est pas capable, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est si tu n'es pas capable. Ça doit être une sacrée frustration. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est figé, si tu veux. C'est la même réaction pour le veau d'or. S'il y avait un personnage bien réel, humain, qui est Moshe, qui est pas à l'abri non plus des erreurs, et la volonté et le veau d'or, c'est encore une volonté de figer, de cristalliser, quoi. Je pense que un des ressorts profonds comme ça, pour revenir peut-être à l'antisémitisme ou au rôle du peuple juif, qui est quand même, quand on lit l'histoire de l'antisémitisme, c'est comme si on lisait aussi l'histoire du peuple juif, c'est complètement... je pense qu'il y a une volonté d'arrêter les choses, de figer les choses, d'arrêter le mouvement. Je crois que ça fait peur fondamentalement, et on sent très bien que le mouvement passe comme ça, on est des vecteurs de mouvement profond, quoi. Et ça fait très peur aussi. Bon, je crois que c'est la volonté idolâtre, elle est profondément humaine et naturelle, hein. C'est le contraire qui est extrêmement difficile à vivre. C'est ce qu'on vit, nous. Même s'il y a un sentiment naturel, une connaissance, etc., on est obligé de passer aussi par des traumatismes. C'est-à-dire, nous, on les vit vraiment. Eux, ils ont des grands traumatismes comme ça, sur l'échelle de l'histoire, comme ça, et il y a des bouleversements, mais nous, c'est des micro-traumatismes permanents, quoi. Enfin, voilà. Je vois ce que tu veux. Je sais pas sur le côté de figer les choses, je ne sais pas exactement. Parce que d'un côté, tu vois, au fond, tu vois, c'est quand même eux qui amènent le progrès, quoi. Ça veut dire, on voit bien que, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est quand même, surtout la civilisation occidentale, c'est vraiment une civilisation du progrès tu vois, mais, tu vois, je sais pas, tu vois, je sais rien. Mais je pense que c'est surtout qu'il y a l'idée, tu vois, ça veut dire qu'en fait, il faut commencer, ça reste quelque chose à réfléchir. Mais comme tu dis, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un envoyé? Et c'est clair, en fait, a priori, que tu vois, comme je dis, c'est qu'a priori, les Juifs, s'ils étaient les envoyés d'Hachem, en fait, le but de la même chose que Moshe, en fait, c'était et c'est un peu ce on voit dans le temple, tu vois, c'est qu'en fait, on voit toute la guerre qu'il y a pour être Kohen Gadol, depuis Ishmaël et Israël et tout ça, c'est que, en fait, il y a une erreur d'interprétation sur le fait que l'envoyé, en fait, ça veut dire, lui, il fait la chose, mais celui qui gagne, quoi, c'est-à-dire celui qui a le niveau supérieur, c'est celui qui a envoyé l'émissaire. Tu vois, c'est pas, tu vois, ça veut dire, l'émissaire, c'est le proxy, tu vois, ça veut dire,
Mais en fait, celui qui fait la mitzvah, comme tu vois, c'est comme quand Hachem, il fait, comme on a vu avec l'histoire du Yiboum, tu vois, ça veut dire, il crée le monde grâce par l'intermédiaire de l'homme. C'est, si tu veux, c'est Hachem, en envoyant l'émissaire, c'est là où il devient plus haut, tu vois. Tu vois, c'est ça et si tu veux, c'est comme si les goïms, en fait, ils devraient comprendre ça, tu vois. Ça veut dire, c'est pas celui qui travaille au Beth Amikdash qui est, tu vois, ça veut dire qui s'élève tellement, en fait, comment dire, en travaillant au Beth Amikdash, c'est celui qui l'a envoyé qui s'élève parce qu'il fait la chose par quelqu'un d'autre, tu vois. Comme c'est ce que j'avais expliqué, tu vois, que c'est l'histoire du Louis Nishmat, tu vois. Ça veut dire, quand tu fais des mitzvot, les Louis Nishmat, c'est parce qu'en fait, les mitzvot que quelqu'un a fait de son vivant, elles ont un niveau inférieur que les mitzvot que les gens vont faire pour lui. Que lui fait par proxy, quoi. Et automatiquement, comme maintenant il nous envoie, donc comme il nous envoie, lui monte, tu vois. Comme tu vois, comme quand Hachem, si tu veux, il envoie Adam pour finir le monde, finalement, lui, il s'élève, tu vois, spirituellement quelque part, et il se détache du monde et il devient plus transcendant. Oui. Tu vois, c'est très difficile à comprendre, mais c'est un truc comme ça veut dire la transcendance, elle est atteinte, tu vois, par le fait que maintenant, il y a un proxy qui fait la chose pour nous, quoi. Tu vois avec les enfants assez facilement, hein, c'est ce que tu espères de tes enfants. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça, mais c'est même où les Louis-Nishmat dans le Olam Haba ou un truc comme ça, tu vois, ouais. Mais ça veut dire, mais ce que je pense, tu vois, c'est que, et grosso modo, c'était ça le sens de Moshe, ça veut dire que Moshe, ça devait être celui, en fait, qui est, tu vois, ça veut dire que comme les Bnei Israël, il envoie, et pas simplement l'envoyer, tu vois, c'est l'envoyé d'Hachem, il l'envoyé des enfants d'Israël, ou après Aaron qui devient l'envoyé des enfants d'Israël pour servir au temple, etc. C'était, en fait, tu vois, surélever les Juifs par le fait que, justement, maintenant, il faisait la chose par un proxy, quoi. Tu vois, on a l'impression que, tu vois, le proxy, c'est pas comme toi, tu voulais dire qu'en fait, c'est simplement une étape pour pouvoir arriver à intégrer, à devenir nous-mêmes celui qu'on envoie, quoi, à se personnifier en lui. On a l'impression plutôt que c'est justement dans le détachement, tu vois, ça veut dire dans le fait de l'envoyer, c'est comme si, tu vois, en fait, on reste en lui, mais détaché de lui, quoi, comme Hachem avec l'homme, quoi. Il est dans l'homme, mais au-dessus de l'homme, tu vois, un truc comme ça. Mais tu vois, et qu'en fait, ça veut dire que ça a besoin d'un contrepoint qui est la révélation du Har Sinaï, quoi. Tu vois, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais la mécanique, elle est là, tu vois. Mais ça explique beaucoup l'antisémitisme. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, pour que l'envoyeur, il arrive à se sentir, on veut dire, surélevé en envoyant quelqu'un, il faut que d'un autre côté, il ait une capacité de voir Dieu directement, quoi. Et en disant, tu vois, c'est comme, tu vois, les Juifs, ils voient le Har Sinaï, et donc, après ça, ils peuvent s'élever en envoyant Moshe parler pour eux, parce qu'ils ont vu Hachem, quoi. Donc, à ce moment-là, si tu veux, il n'y a pas de. Si tu veux, ça veut dire le fait d'envoyer quelqu'un, ça devient quelque chose, tu vois, de positif. Si jamais il n'y a pas la connexion directe à un moment, alors, ok, tu envoies ton envoyé, lui, il fait les mises pour toi, et ça devient quelque chose qui est négatif pour toi, quoi. Tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, tu vois, c'est un truc dans ce genre-là, tu vois, ouais, c'est un truc dans ce goût-là. Ça veut dire, tu vois, j'en sais rien. Après ça, tu vois, ça comprend, tu vois, ça explique en fait après la haine, parce que, voilà, tu vois, après quand les Juifs, ils n'acceptent pas le Har Sinaï, ils font le veau d'or et tout ça, après ça, ils se mettent aussi, tu vois, ils veulent à chaque fois tuer Moshe, et tu vois, il y a des tentatives d'assassinat nécessaires, ça veut dire constantes sur lui, quand tu vois, il le lapide, tu vois, déjà à l'époque de la manne, à plusieurs fois, ils veulent le lapider, ça veut dire, c'est constant, tu vois, la volonté de le tuer. C'est Hachem qui est obligé à chaque fois d'intervenir, de dire, ok, non, tu vois, ça veut dire. Mais voilà, quoi, ça veut dire. Mais je pense que le traumatisme, il est du Har Sinaï, parce qu'en fait, voilà, ça veut dire. Je sais pas, après, c'est très difficile à comprendre, tu vois. Ça reste, tu vois, quelque chose de. C'est très difficile de comprendre comment est-ce qu'on fait, tu vois, comment ça marche le proxy, quoi. Comment est-ce qu'on peut s'élever en envoyant un proxy. Tu vois, ça veut dire. Tu vois, en envoyant un avatar et tout ça. Là où ça le plus s'appelle dans le monde moderne, c'est le gaming, tu vois. Parce que tu vois que les mecs dans le gaming, ils sont complètement, tu vois, parce qu'en fait, c'est même quand je pense pas que c'est que le gaming, mais je pense que dans toute l'expérience virtuelle, en fait, tu vois, c'est un avatar de toi, tu vois, d'une certaine manière, qui fait le job pour toi. Tu vois, ça veut dire, en fait, quand tu fais quand les mecs font des stories Instagram et tout ça, ils savent que c'est pas eux-mêmes, tu vois, c'est un avatar qu'ils ont créé, c'est leur identité virtuelle qui fait, tu vois, qui est sur Facebook, c'est leur identité virtuelle tu vois, qui est sur Instagram. Et en fait, il y a un plaisir d'avoir un proxy, quoi. Tu vois, tu vois, je sais, je sais pas, tu vois, mais ça veut dire, ça doit faire partie tu vois, tu vois, ça veut dire. Je pense que, tu vois, j'en sais, il y a beaucoup à réfléchir, tu vois, je pense que ça devrait être une opportunité, en fait, de sortir du narcissisme, mais en fait, comme c'est mal vécu, ça devient du narcissisme. Et tu vois, et ça devient un truc après ça, tu vois, autodestructeur.
Mais en fait, ça devrait être une opportunité de sortir du narcissisme. Mais c'est le rapport à l'image, le rapport à l'identité, tu vois, qui est dans le rapport au proxy. Et je pense que, si tu veux, l'antisémitisme, il est beaucoup par rapport à ça. Ça veut dire, c'est l'idée, c'est si on accepte Israël comme le peuple élu, comme notre envoyé vers Hachem, alors nous-mêmes, ça veut dire, ça y est, on est mort, tu vois. Et donc, tu vois, c'est un truc comme ça. Alors que, et le Mahamad Arsinaï, c'est quelque chose qui t'empêcherait de ne pas être mort, tu vois. Ça veut dire voilà, non, j'envoie quelqu'un, mais j'ai une relation avec Hachem face à face, tu vois. Et le fait d'envoyer un envoyé pour parler à ma place et de recevoir la réponse par un envoyé, c'est uniquement, en fait, une manière ça veut dire de créer, tu vois, encore une distance et en même temps une proximité avec l'échange à un niveau supérieur, quoi. Mais je pense, le deuxième exemple que tu as, ça, c'est dans la tefila, avec la prière qu'on fait à voix basse et le Sheder Tzibour, quoi. Où tu vois, tous les Mekoubalim disent que le Sheder Tzibour, c'est la prière qu'on fait dans la Hazara, elle est plus haute que la prière qu'on fait à voix basse. Parce qu'en fait, c'est fait par un envoyé. Et que normalement, il faut être Mechaven avec l'envoyé, etc. Tu vois, on voit bien que c'est difficile parce que personne n'y arrive. Je me laisser tranquille et tout ça. Je me laisse tranquille. Moi, il faut réfléchir sur ça. C'est des bonnes hasards quand les gars arrivent pour avoir donné, tu vois, avoir fait le lien entre le Rav du Rossi et le wokisme. Tu vois, c'est une très bonne idée. Ça sert à rien, mais bon, ouais, ça. Merci beaucoup. Écoute, tout va bientôt. Shalom. Bientôt, à très bientôt. Shabbat shalom. Shalom.